Allen était un loser sans emploi qui aspirait à jouer au jeu vidéo le plus difficile qui soit. Lorsqu'il choisit le mode difficulté enfer sur un jeu douteux pour assouvir son envie, il renaît en tant que roturier dans un monde de magie et d'épée et se retrouve dans un jeu en vraie vie sans tutoriel et sans réessai. Allen est un joueur hardcore qui ne sait même pas ce qu'est l'herbe. Il passe tout son temps à jouer à des jeux dans sa chambre comme un bon dégénéré, puis insulte les jeux parce qu'ils ne sont pas assez difficiles. Il commence à avoir envie d'un jeu qui soit plus difficile que le fait d'avoir une petite amie et décide de chercher sur le net le jeu le plus difficile jamais créé avec le pire équilibrage. Cependant, au moment où il appuie sur le bouton de recherche, l'écran de son PC se change soudainement en une publicité pour un jeu qui ne finit jamais. La publicité demande à Allen de les rejoindre dans un monde fantastique d'épée et de magie, et dans sa confiance qu'il n'existe pas de jeu assez dur pour le satisfaire, ce que mon ex disait aussi, il décide d'essayer. Il a d'abord l'option de choisir le niveau de difficulté du jeu, et après facile, normal et difficulté supplémentaire, il voit l'option du mode difficulté enfer. Allen choisit avec confiance le mode enfer, qui vient avec un avertissement disant qu'il fera face à tellement de désespoir qu'il n'aura même pas le temps ou l'énergie de regretter son choix. Allen hausse les épaules, disant au jeu qu'il a entendu ça trop de fois, et valide son choix. Le jeu lui dit qu'il a besoin de 100 fois plus d'XP pour monter de niveau en mode enfer comparé au mode normal, puis présente une liste de classes de personnages qu'il peut choisir. La cote de difficulté la plus facile est pour l'épéiste et le lanceur de lance, mais la difficulté pour des classes comme héros et seigneur démon est extrêmement élevée. Cependant, la plus grande cote de difficulté est pour la classe d'invocateur, et c'est exactement ce qu'Allen recherche. Il choisit la classe de personnage et découvre que cela lui donnera la classe sociale d'un serf, ce qui signifie essentiellement roturier dans le monde du jeu. Il apprend aussi que le jeu est encore en test alpha, ce qui le fait se demander comment il peut y accéder, mais il est heureux de devenir testeur de jeu, donc il accepte les termes et conditions. Au moment où il clique sur le bouton, une lumière vive jaillit de son moniteur, et Allen disparaît de la Terre sans laisser de traces. L'instant d'après, il sent qu'il est dans un océan sombre et tiède, et il commence à apprécier la sensation relaxante. Cependant, il réalise immédiatement qu'il ne devrait pas être dans un endroit sombre et tiède, et les choses empirent quand il commence à sentir des choses se resserrer autour de lui. Il demande à quelqu'un de le sortir, et c'est exactement ce qu'une femme dans un autre monde fait. Elle pousse fort et fait sortir Allen réincarné de son ventre, et il entre dans le monde du jeu depuis le hall. Il réalise que le jeu ne mentait pas quand il disait qu'il l'emmènerait dans un monde d'épée et de magie, mais il a encore du mal à croire que tous les animes isekai dont il se moquait montrent des choses réelles. Allen ne peut pas le dire à voix haute, cependant, et il continue seulement de pleurer tandis que son père le tient, et le système du jeu l'accueille, disant que s'il peut surmonter toutes les difficultés sur son chemin, il découvrira le principe du monde. Un an passe depuis, et Allen joue totalement le rôle d'un bébé bien qu'étant à l'intérieur un joueur de 35 ans sans emploi. Il ne peut pas encore parler, mais il garde les souvenirs et la capacité intellectuelle de sa vie passée, et il en est vraiment reconnaissant. Il a appris que ses parents sont des serfs, et ils vivent dans un village sans nom où ils paient des taxes au seigneur local pour faire de l'agriculture et d'autres choses. Son père dans ce monde est Rodin, un homme de famille travailleur, et sa mère est Thérésia, une douce femme dans la fin de son adolescence. Allen voit à quel point ses parents sont romantiques, et il sait qu'il aura bientôt des frères et sœurs. Après avoir dîné un soir, sa mère le met au lit et retourne finir son repas, et une fois seul, Allen décide de vérifier ses stats. Il invoque la fenêtre de statut, mais rien ne se passe, ce qui n'est pas nouveau. Allen est déçu parce que peu importe combien de fois il essaie, il ne peut pas comprendre comment utiliser sa classe d'invocateur, et il ne peut même pas encore invoquer sa fenêtre de statut. Eh bien, aujourd'hui est son jour de chance, et quand il invoque à moitié la fenêtre de statut à nouveau, un livre apparaît devant lui. Il panique et crie fort, faisant venir ses parents en courant dans sa chambre, alors il fait immédiatement disparaître le livre avant qu'ils ne puissent le voir et fait ensuite semblant de parler dans son sommeil. Une fois qu'ils sont partis, il invoque à nouveau le livre qui contient ses stats et des détails sur ses compétences. Il découvre qu'il est un invocateur de niveau 1 avec 2 compétences appelées invocation et création qui peuvent monter de niveau plus s'il les utilise. Il a aussi quelques invocations disponibles à créer, mais pour l'instant, il ne peut créer que des insectes et des bêtes de rang H, et il sent que le niveau de difficulté est vraiment élevé pour lui. Soudain, une page aléatoire au milieu du livre brille et s'ouvre. Allen est surpris quand il trouve une lettre d'Elmia, le dieu qui a créé ce monde, s'excusant pour le retard dans l'envoi de son grimoire qui sert de fenêtre de statut. Elmia écrit que puisqu'Allen a choisi une classe de personnage qui est encore en test, ils ont dû faire beaucoup de paperasse pour préparer son grimoire rapidement, mais maintenant ils espèrent qu'il appréciera le jeu. Allen ne s'offusque pas trop du retard parce qu'il est plus intéressé à explorer le jeu maintenant qu'il a enfin son grimoire. Il retourne à la page d'invocation et décide d'invoquer quelques insectes, mais peu importe quel sortilège magique il essaie d'utiliser, les insectes ne semblent pas apparaître. Allen décide de se concentrer parce qu'il n'y a pas de tutoriel dans ce monde de jeu,
et il réalise soudain qu'il pourrait devoir utiliser la compétence création avant d'utiliser la compétence invocation. Il prouve immédiatement que sa théorie est juste en créant une carte d'insecte, mais avant qu'il ne puisse l'invoquer, il entend sa mère approcher et fait semblant de dormir. À ce moment, Allen est en fait somnole, et il décide de retarder l'invocation jusqu'au lendemain. Le lendemain, pendant que ses parents sont occupés à travailler, Allen décide d'invoquer l'insecte qu'il a créé la nuit dernière, et de petites orbes de lumière bleue remplissent sa chambre avant de fusionner pour prendre la forme d'une sauterelle géante. Allen est interloqué en voyant l'insecte géant, et il essaie de lui donner des ordres, mais il s'avère que c'est un insecte bête ordinaire qui n'écoute personne. Allen est déçu et décide de vérifier les informations de l'insecte dans son grimoire. Il trouve qu'il peut nommer la sauterelle, donc il décide de l'appeler Danka. Il trouve aussi que juste invoquer la sauterelle a augmenté son endurance et son agilité d'un point, donc il devient super excité et crie fort. Theresia vient vérifier après avoir entendu cela, et quand elle voit la sauterelle géante, elle panique et l'écrase instantanément sous ses pieds. Après quelques jours d'expérimentation avec des insectes, Allen crée et invoque une souris de rang H qui augmente ses PV et son agilité. Elle n'écoute pas non plus les commandes ordinaires mais a une capacité appelée d'étaler qu'elle utilise pour courir en rond quand on lui commande. Allen a aussi compris qu'il peut avoir 10 invocations à la fois, et les stats qu'il obtient d'elles s'additionnent, ce qui le rend beaucoup plus fort que n'importe quel bébé de son âge. Un jour, alors que sa mère joue avec lui après avoir fait toutes ses tâches, son père rentre à la maison couvert de sang. Theresia est horrifiée de voir ça, mais Rodin lui dit que c'est le sang du grand sanglier qu'il a chassé avec d'autres villageois. Allen est curieux de voir le sanglier sauvage, donc Rodin décide de l'emmener le voir. Alors qu'Allen est sur les épaules de son papa, il aperçoit pour la première fois le monde extérieur à sa maison. Rodin lui montre un vol de monstres volants et dit qu'il signale le début de la saison d'automne. Il dit à Allen de devenir comme ces oiseaux qui sont libres de voler partout, et le ciel est la limite pour eux. Allen s'endort avec toutes ces conneries inspirantes, et une fois qu'ils atteignent leur destination, Rodin le réveille pour voir le grand sanglier. Le monstre est beaucoup plus gros qu'Allen ne l'avait anticipé, et toute une équipe travaille à le découper. Juste à ce moment, un gars nommé Gerta arrive et dit à tout le monde d'applaudir leur champion, Rodin, qui était leur MVP dans la chasse d'aujourd'hui. Rodin devient un peu timide en étant loué, donc il passe rapidement à présenter son fils à tout le monde. Gerta est choqué quand il voit un bébé d'1 an agir si poli, et il répond à toutes ses questions sur les monstres. Allen apprend que le grand sanglier est un monstre de rance et qui a besoin d'une équipe de 20 personnes pour être vaincu, et cela devient son objectif pour devenir plus fort. Après 10 mois d'entraînement avec ses invocations, Allen monte enfin de niveau et débloque de nouvelles fonctionnalités de son grimoire ainsi que de nouvelles compétences. Il peut maintenant créer des invocations de rangée et aussi les fusionner ensemble. Le nombre d'invocations qu'il peut avoir à la fois a aussi doublé, et Allen agit de manière suffisante parce que maintenant il peut doubler ses stats rapidement. Le grimoire peut aussi lire ses pensées et les noter, ce qui est un autre point positif, mais il n'a pas beaucoup d'utilité pour ça. Il veut fusionner quelques invocations ensemble, mais il a besoin de plus de mana pour ça, donc il finit rapidement le dîner et retourne dans sa chambre. Avec son mana au maximum, il essaie de fusionner 2 souris, mais le grimoire lui dit qu'il n'a pas assez de mana pour ça. La même chose se produit quand il essaie de créer une invocation de rangée, et Allen se maudit pour avoir choisi ce mode enfer. Le temps passe vite, et Allen a maintenant 3 ans. Sa capacité de mana maximum a augmenté, lui permettant d'invoquer des créatures de rangée et aussi de les fusionner. Il fusionne un insecte de rangée avec un animal de rangée, créant un oiseau de rangée qui est assez intelligent pour obéir à ses commandes et a la capacité d'imiter parfaitement la parole humaine. Son invocation d'insecte de rangée est en fait une grenouille, ce qui montre que l'auteur de cette histoire a raté son cours de biologie. La grenouille a la capacité de provoquer les ennemis pour qu'ils l'attaquent. Tandis que la taupe de rangée peut creuser d'énormes trous, Allen pense que toutes ces invocations de rangée peuvent être assez utiles pour vaincre les ennemis, mais ces bêtes invoquées sont encore un peu bêtes, et il sait qu'il ne peut pas encore aller en combat réel avec elles. Soudain, il entend une voix familière et réalise que c'est le moment redouté de la journée où son amie Krina vient jouer avec lui. Elle fait semblant qu'ils sont tous les deux des chevaliers et combat un duel avec des épées en bois, et malgré avoir son agilité augmentée par les stats de ses invocations, Allen ne peut pas suivre une gamine aux cheveux roses qui balance son épée comme une pro, il n'a même pas le temps de tenir bon, et Krina brise son épée avec ses attaques impitoyables. À la fin de la journée, Allen est allongé sur le sol, épuisé et vaincu, et quand ses parents rentrent à la maison, Krina prend congé. Allen se relève aussi et prend quelques provisions de sa mère enceinte, et ils rentrent à la maison ensemble. Pendant le dîner, Allen demande soudain à ses parents s'il peut les aider à récolter des pommes de terre parce que sa mère ne peut pas beaucoup travailler dans son état. Ses parents sont choqués par cela, mais Allen les assure qu'il est fort, donc il peut les aider beaucoup. Rodin et Theresia lui disent qu'il est un enfant, donc il ne devrait pas encore les aider avec les travaux de la ferme. Ils lui disent qu'il devra le faire un jour éventuellement, jusqu'à là, il devrait profiter de son enfance en jouant avec Krina.
Allen comprend rapidement les raisons derrière l'inquiétude de ses parents puisqu'ils sont coincés dans la classe des serfs pour toujours. Il pense qu'il deviendra fermier comme eux en grandissant, et il ne voudrait pas que leur fils de 3 ans fasse un travail aussi dur. Il décide de respecter leurs souhaits, mais ensuite Theresia remarque qu'elle l'a récemment vu jeter des pierres à l'arbre dans leur jardin. Elle veut savoir pourquoi il fait ça, et Allen déclare qu'il s'entraîne pour protéger sa mère des monstres dangereux qui rôdent dans la forêt. Rodin devient immensément fier en entendant cela et soulève Allen, qui se sent coupable de mentir parce qu'il essayait juste de voir s'il pouvait apprendre d'autres compétences. Theresia dit à Allen de protéger Krina avec elle aussi, et il pense que cette garçon manqué n'est pas en danger, elle est le danger. Rodin dit que puisque les 2 enfants s'amusent à jouer au chevalier, il espère qu'ils réussiront vraiment bien dans leur cérémonie d'appréciation. Allen est curieux à ce sujet, donc ses parents lui disent que la cérémonie d'appréciation a lieu à l'âge de 5 ans pour trouver si les enfants ont un talent remarquable, et avec le bon talent, ils pourraient même pouvoir sortir de la vie de serf. Peu après, l'hiver arrive, et maintenant Allen peut invoquer un insecte pendant toute une journée. Il est fier de sa croissance, mais ensuite Krina vient jouer avec lui et il est distrait. Il se fait botter le cul, mais c'est une occurrence quotidienne maintenant, donc personne n'est dérangé par ça. Cependant, la sauterelle qu'il a laissée en plein air donne une frayeur à Theresia, la faisant immédiatement entrer en travail. Rodin demande à Krina d'aller chercher sa mère et donne ensuite un soutien moral à sa femme pendant qu'Allen chauffe de l'eau. Il souhaite avoir joué à des jeux de simulation d'accouchement dans sa vie précédente parce qu'il n'a aucune idée de quoi faire, mais heureusement, Krina arrive avec ses parents, Mathilda et Gerta. Juste à ce moment, Mathilda prend immédiatement le contrôle de la situation et sort les hommes de la maison. Après une longue nuit de travail, les hommes se réveillent au son d'un bébé qui pleure, et ils courent à l'intérieur pour découvrir qu'Allen a maintenant un petit frère. Theresia demande à Rodin de le nommer, et il nomme le garçon Mash. Tout le monde est heureux de cela, mais ensuite Theresia réalise que son mari a nommé le garçon d'après un monstre. Il devient nerveux à ce sujet, mais Theresia commence à rire, détendant l'atmosphère tendue. Allen se sent étrange à cela et pense que dans sa vie précédente il était un loser sans emploi, et dans cette vie il veut finir ce jeu et devenir le joueur le plus fort dans ce monde. Il apprécie aussi l'aspect familial et espère en quelque sorte élever toute sa famille hors du servage. Quelques années plus tard, Rodin emmène Allen avec lui au village voisin, et le jeune Allen est curieux à propos de la cérémonie d'appréciation vers laquelle il se dirige. Rodin lui dit que la cérémonie d'appréciation est un événement spécial auquel tout le monde participe depuis les serfs de rang le plus bas jusqu'aux nobles de rang le plus élevé dès qu'ils atteignent l'âge de 5 ans. Si quelqu'un a un bon talent, il peut s'élever au-dessus de sa classe sociale, mais il y a une énorme compétition pour cela. Allen est curieux à propos de la dernière déclaration, donc Rodin lui dit que puisqu'ils n'ont pas Internet, les gens font d'autres activités amusantes pour soulager l'ennui, et puisqu'ils n'ont pas encore inventé le contrôle des naissances, ces activités amusantes mènent à beaucoup de bébés. Beaucoup d'enfants ont 5 ans cette année, y compris Allen et sa meilleure amie Krina, qui se rend aussi au village avec son père. Ils atteignent bientôt l'énorme village où vivent les roturiers, et Krina veut s'éveiller comme une épéiste pour pouvoir devenir une chevalière. Pendant ce temps, la seule concentration d'Allen est sur le village qui est bien plus prospère que le leur. Il remarque que les roturiers dans ce village sont hygiéniques et bien soignés, et comparé à eux, les serfs ressemblent à un tas de clochards sans abri. Il est surpris qu'ils laissent les serfs et les roturiers aller à la cérémonie d'appréciation ensemble, mais il peut clairement voir que personne dans ce village n'aime les serfs. Bientôt ils atteignent l'église où les prêtres accueillent les enfants et leurs parents, disant que les dieux donnent une opportunité égale aux enfants quand ils viennent dans ce monde. Ils commencent à parler des héros légendaires de leur pays qui sont nés comme serfs, et maintenant Allen réalise enfin comment les classes sociales et les classes de personnages de ce jeu sont liées. Avec cela, les prêtres emmènent tout le monde à l'intérieur et s'arrêtent devant l'autel. Allen remarque la statue du dieu de la création, Elmia, qui lui a envoyé une lettre l'autre jour. Les prêtres appellent ensuite le chef du village avec son fils pour commencer la cérémonie d'appréciation. Ils disent au garçon de placer sa main sur la boule de cristal, et ses stats seront affichés sur la roche noire derrière eux. Le garçon blond à la coupe au bol s'avance et met nerveusement sa main devant la boule de cristal, et la roche noire affiche toutes ses stats juste comme Allen les voit dans son grimoire. Le garçon à la coupe au bol a des stats en dessous de la moyenne sur tout sauf l'intelligence et la chance, et il a le talent d'être un marchand. Papa coupe au bol est ravi d'apprendre que son garçon a un talent, et Allen ne peut pas comprendre tout ce remue-ménage. Son grimoire apparaît pour lui dire que tout le monde n'a pas de talent, et il réalise qu'avoir un talent du tout est une grande réussite. Il se sent chanceux que personne d'autre ne puisse voir son grimoire et complimente les développeurs pour cette fonctionnalité. Peu après, d'autres enfants commencent à être appréciés. Un garçon malchanceux n'a pas de talent, mais son papa l'embrasse toujours, contrairement à mon père, qui m'a renié quand j'ai raté un test. Le garçon suivant après lui a le talent d'être un utilisateur de hache, et il est le premier enfant de la journée à avoir un A dans ses stats. Tous les enfants sont appréciés après cela, et à la fin, seuls Krina et Allen restent. Les prêtres suivent la politique des dames d'abord et appellent Krina en avant. Elle court avec excitation vers la boule de cristal, et dès qu'elle place sa main devant elle,
elle émet une lumière aveuglante. Ses stats sont affichés sur le monument de pierre, et les prêtres restent abasourdis parce que Krina a le talent d'être une seigneur des épées avec une puissance d'attaque de rang S. Son père est ravi à l'idée que sa fille va sortir sa famille du servage pour de bon, et Allen pense que maintenant c'est logique pourquoi elle est si incroyablement forte. Finalement, c'est son tour d'être appréciée, et la boule de cristal brille très doucement une fois avant de s'éteindre et ensuite d'exploser dans une lumière encore plus brillante que celle de Krina. Allen est excité, pensant que ses parents vont savoir à quel point il est génial maintenant, mais son père se tourne vers les prêtres parce qu'il ne sait pas lire. Les prêtres lui disent tristement que son fils n'a pas de talent, et Allen appelle ça de l'IA. Il court vers le monument de pierre et trouve que toutes ses stats sont de rang E et son talent est juste un code de capture ou quelque chose comme ça. Allen commence à insulter les développeurs pour avoir fait des fautes d'orthographe dans quelque chose d'aussi important, mais ensuite il sent les mains douces de son père sur ses épaules, lui disant qu'il devrait rentrer à la maison. Ses parents acceptent le fait que leur fils est sans talent, et ils lui disent que ce n'est pas grave parce qu'ils seront toujours fiers de lui. Allen se sent heureux d'être né dans une famille si aimante même s'ils sont trop fauchés. Plus tard cette nuit-là, il commence à penser que ses stats doivent être maintenus au rang E parce qu'il a choisi le mode difficulté en fer. Alors que d'autres perdraient espoir à cela, Allen ne fait que s'enthousiasmer parce qu'il a toujours voulu jouer à un jeu qui le ferait pleurer avec ses niveaux de difficulté. Cependant, il n'est toujours pas remis du bug de texte dans sa colonne de talent et décide d'écrire de mauvaises critiques pour les développeurs. Le lendemain, Allen se rend à la maison de Krina avec ses parents et remarque que son père a l'air irrité sans raison. Même à la fête organisée par les parents de Krina, il continue à bouder et faire la moue, et Gerta semble aussi être irrité par lui. Ils commencent à être passif-agressifs l'un envers l'autre, et Rodin dit à Gerta d'arrêter d'agir de manière immature et de célébrer le talent massif de sa fille. Gerta riposte contre lui, demandant comment il ose dire ça après avoir déclaré qu'il allait rompre les liens entre leurs familles. Tout le monde est choqué par cela, et Rodin commence à expliquer que Krina a un talent extraordinaire qui peut la faire devenir noble un jour. Il dit à Gerta qu'il devrait arrêter de socialiser avec de pauvres serfs et se faire des connexions avec la haute société à la place, et Allen réalise que son père essaie de faire une faveur à son ami qu'il n'a jamais demandé. Les deux hommes commencent à se battre à propos de la décision égoïste et altruiste de Rodin, et Allen s'inquiète que la bagarre devienne trop sérieuse. Il demande à Krina de leur demander d'arrêter, et elle sort son épée en bois à la place. Heureusement, elle n'a pas besoin de l'utiliser car leur mère prenne le contrôle de la situation et empêche les deux gars de se battre. Allen demande à Mathilda si Rodin et Gerta se battent toujours comme ça, et elle dit qu'ils étaient comme les anciens Goku et Vegeta, mais ils se sont calmés après être devenus pères. Mathilda et Theresia lui disent que tous les quatre sont des amis d'enfance du même village, et quand ils ont entendu qu'un nouveau village était formé, ils se sont portés volontaires pour le peupler. Ils sont venus ici ensemble et ont décidé de commencer leur nouvelle vie près les uns des autres et ont même construit leur maison en même temps. Parler du passé aide Rodin et Gerta à oublier leur dispute, et ils décident de profiter d'un bon alcool à la place. Le lendemain, alors que Gerta travaille avec les villageois, quelqu'un vient lui dire que les chevaliers sont venus voir Krina. Il se précipite immédiatement à la maison et trouve que beaucoup de gens se sont rassemblés dans le village des roturiers, y compris le garçon utilisateur de hache. Il se met en colère contre Allen sans raison et dit que les losers sans talent ne devraient pas être ici. Krina défend Allen, déclarant qu'il est ici parce qu'il est vraiment fort. Le garçon refuse de la croire et commence à pointer du doigt. Krina mord presque son doigt, mais son père la tire en arrière avant qu'elle ne puisse créer un chahut. Juste à ce moment, le chef du village dit à tout le monde de se comporter parce que les chevaliers sont là. Tout le monde laisse la place au chevalier mené par Papa Zenof, qui est un maître d'épée. Krina est vraiment excitée de rencontrer de vrais chevaliers, et avant de lui parler, Zenof convoque le chef du village. Après quelques bavardages, Papa coupe au bol appelle Krina et Gerta, qui courent voir les chevaliers. Allen se rappelle comment ils ont commencé à jouer aux chevaliers il y a 3 ans, et maintenant Krina pourrait être emmenée pour devenir une vraie chevalière. Il commence déjà à sentir la nostalgie douce amère de dire au revoir à son seul ami, mais les choses prennent soudainement une tournure pour le pire alors que Gerta objecte à quelque chose que le capitaine des chevaliers a dit. Il dit que Krina n'a que 5 ans et n'a jamais touché une vraie épée auparavant, donc elle n'aurait aucune chance de passer le test qu'il suggère. Cependant, Papa Zenof dit que puisque la fille est une seigneur des épées, il est naturel pour elle de gagner le combat. Il accuse même Gerta de mentir sur sa fille étant une seigneur des épées pour tromper les nobles, et alors que Gerta essaie d'expliquer que ce n'est pas le cas, le capitaine des chevaliers ordonne à son adjoint de commencer les préparations. Gerta le supplie d'arrêter, mais Zenof dit que mentir sur les tests d'appréciation est un crime punissable par la mort, et ils ont besoin de vérifier que Krina a réellement le talent d'être une seigneur des épées. C'est pourquoi ils vont organiser un duel d'escrime, choquant tous ceux qui entendent cette nouvelle. Gerta demande grâce, disant que sa fille n'est pas encore prête pour un vrai duel, mais Zenof déclare que si elle ne peut pas prouver son talent à travers le duel, toute sa famille ira en voyage familial dans l'au-delà. Allen pense que c'est vraiment injuste et que les chevaliers ont perdu la tête, mais juste à ce moment, Krina voit un chevalier apporter une épée pour elle,
et elle est fascinée. Dès qu'elle apprend qu'elle peut utiliser l'épée, elle dit immédiatement à son père qu'elle participera au duel. Gerta ne peut pas croire ces mots, mais il n'a pas d'autre choix que de la laisser combattre. Bientôt, tout le monde se rassemble pour voir le duel entre Krina, la jeune seigneur des épées, et le vice-capitaine des chevaliers, dont le talent est d'être un utilisateur de lance. Krina se précipite avec impatience sur le vice-capitaine, maniant une épée aussi grande qu'elle. Elle est heureuse d'échanger des coups avec le vice-capitaine, qui continue à parer ses attaques avec un visage impassible. Tout le monde est choqué de voir Krina balancer l'épée comme ça, mais Allen pense que c'est naturel pour elle après s'être entraînée avec lui chaque jour pendant les 3 dernières années. Cependant, il s'inquiète qu'elle n'ait pas assez de compétences et d'expérience pour tenir bon contre un vrai chevalier. Juste comme il dit cela, le vice-capitaine, Lei, fait son premier mouvement offensif et repousse Krina. Elle charge immédiatement pour une contre-attaque, ce qui met Lei sur ses gardes, et il l'envoie instinctivement dans un mur d'un coup de pied au lieu de faire face à son épée. Gerta devient hyper en voyant sa fille frapper, mais les chevaliers le maîtrisent avant qu'il ne puisse battre Lei. Allen et son père sont aussi immobilisés par les chevaliers, et ils pensent que même si Krina est une seigneur des épées, combattre des adultes est trop pour elle. Krina tombe au sol après le coup de pied, mais soudainement elle se relève et une aura bleue l'entoure. Lei panique, réalisant que Krina vient d'activer une compétence supplémentaire, et elle charge immédiatement sur lui sans aucune pensée derrière ses yeux froids comme la pierre. Elle commence à repousser le vice-capitaine des chevaliers avec son attaque impitoyable, et Allen est impressionné par ses capacités maintenant. Lei n'a pas de réponse aux attaques de Krina, et ensuite elle brise son épée en deux avec un coup puissant. Zénov déclare immédiatement que le duel est terminé, et Krina est déçue que le combat ait été si court. Elle remercie Lei d'avoir combattu avec elle et dit qu'il est assez fort pour un vieil homme, ce qui le touche là où ça fait le plus mal parce qu'il n'a que 24 ans. Il admet la défaite, et tout le village commence à applaudir la fille qui vient de battre le vice-capitaine des chevaliers. Gerta est soulagé que Krina soit en sécurité, et il est aussi incroyablement fier d'elle. Rodin et Allen partagent le sentiment, et ensuite Zénov s'avance pour féliciter le talent de Krina. Gerta ne veut pas lui parler, mais ensuite le capitaine des chevaliers s'excuse pour son comportement grossier plus tôt et demande à parler de l'avenir de Krina. Gerta est encore contrarié et méfiant envers lui, mais Zénov lui dit d'amener ses amis pour un soutien moral. Eh bien, Gerta accepte l'offre, et tout le monde se rassemble à la table à manger dans la maison du chef du village. Le garçon utilisateur de hache et son père sont là aussi, et Allen pense qu'il ne veut pas se perdre dans la poussière de la seigneur des épées. Zénov commence à parler et dit qu'il est heureux qu'une seigneur des épées soit née dans ce village, mais Gerta est encore en colère contre lui. Cependant, il oublie toute sa rage quand Zénov dit au chef que leur village s'appellera maintenant le village de Krina en l'honneur de la jeune seigneur des épées. Le capitaine des chevaliers continue ensuite son monologue, disant qu'il y a 3 ans, le fils d'un baron a été trouvé être une seigneur des épées. Il a été engagé pour servir le roi mais semblait faible, donc ils l'ont réapprécié et ont trouvé que son talent était celui d'un épéiste normal. Ils ont aussi trouvé que beaucoup de nobles avaient menti sur leur talent, ce qui a mené à la politique de tester les talents à enjeux élevés soigneusement. Il s'excuse encore auprès de Gerta pour avoir soumis sa fille à une épreuve, et maintenant Gerta comprend les raisons derrière cela, donc il décide de laisser tomber. Zénov lui demande de continuer à élever Krina comme il l'a fait jusqu'à maintenant, et quand elle aura 12 ans, elle pourra rejoindre l'académie et devenir une chevalière servant directement sous le roi. Le garçon utilisateur de hache, Dogora, demande à Zénov s'il peut aussi devenir un chevalier s'il rejoint l'académie, et son père commence immédiatement à expliquer comment son fils est un utilisateur de hache et veut aussi devenir un chevalier. Zénov affirme et dit que bientôt un tuteur sera envoyé dans ce village et dit au garçon de travailler dur pour rejoindre l'académie. Allen observe juste tout le monde en volant des fruits de la table quand Krina dit qu'ils iront à l'académie ensemble. Dogora dit immédiatement que les enfants stupides et sans talent n'iront pas à l'académie, donc Krina commence à se battre avec lui à nouveau. Zénov est curieux à propos du garçon maintenant, donc Gerta le présente ainsi que Rodin à lui. Le vieux chevalier se lève immédiatement pour rendre ses respects à Rodin, le tueur de sangliers, mais Rodin est surpris qu'un capitaine des chevaliers connaisse son nom. Zénov explique que le baron de cette région aime la viande de sanglier qu'ils lui fournissent en hiver, et il a aussi entendu des histoires sur Rodin, qui est le MVP de leur chasse. Il le félicite au nom du baron, et Allen réalise que son père est vraiment cool. Il rentre à la maison après cela, et Rodin dit à Allen que même des serfs ordinaires comme lui peuvent être reconnus s'ils travaillent dur. Il dit à Allen d'être fier et de travailler dur parce qu'il a ses gènes. Allen sort heureusement les fruits qu'il a passés en contrebande pour montrer à son père, et il s'avère qu'il a vraiment ses gènes parce que Rodin en a aussi volé quelques-uns. Peu après, Allen commence à crier comme si sa saucisse était coincée dans sa fermeture éclair, ce qui n'est pas possible parce que les fermetures éclairs n'ont pas encore été inventées dans son monde. Au lieu de cela, la raison de ses cris excités est qu'il a enfin monté de niveau après des années de travail acharné. Toutes ses compétences existantes ont monté de niveau, et en plus, il a reçu une nouvelle compétence appelée amélioration.
Allen se demande s'il peut utiliser la nouvelle compétence pour rendre ses invocations encore plus fortes, et sur cette note, il remarque qu'il peut maintenant créer et invoquer des créatures de rang F. Il s'y attendait déjà et se demande quel nouveau type de créature il peut créer en fusionnant celles qui existent déjà. Il entre dans le pays des Délus et commence à souhaiter invoquer un dragon à son niveau pitoyable et ensuite commence à vérifier d'autres améliorations. Il trouve que son grimoire peut maintenant contenir jusqu'à 30 cartes de créatures, ce qui lui donne une augmentation de 50% dans ses stats qu'il peut obtenir en invoquant les créatures. Bien qu'il réalise qu'il progresse assez lentement parce que ça fait 2 ans depuis la dernière montée de niveau, il ne pense pas trop au cratère qu'il a laissé dans l'arbre en jetant des pierres dessus quotidiennement. D'un autre côté, sa mère est encore enceinte, et Allen aide maintenant aux tâches ménagères autour de la maison. Ses parents se demandent si ce sera encore un garçon ou une fille cette fois, et Theresia espère que c'est une fille parce qu'alors elle pourra la nommer. Juste à ce moment, Allen trouve que son mana est plein à nouveau, et il ouvre son grimoire pour trouver une autre lettre du dieu de la création, Elmia. Il dit le nom du dieu à voix haute, et cela lui vaut une réprimande sévère de son père, qui lui dit de ne pas prendre le nom du dieu en vain. Allen ne veut pas entendre sa pleine conférence, donc il distrait tout le monde en disant que l'ancienne cicatrice sur le bras de Rodin a disparu. Rodin lui dit que c'est parce qu'il a passé l'épreuve des dieux pendant la chasse au sanglier plus tôt. Allen est curieux à ce sujet, et Rodin lui dit que l'épreuve des dieux est un événement spécial qui se produit parfois quand ils chassent. Ils sentent une soudaine bouffée d'énergie et leurs blessures sont complètement guéries. Allen réalise que ce que son père vient de décrire est le processus de montée de niveau, et les PNJ de ce monde l'appellent l'épreuve des dieux. Il pense que son père doit être à un niveau assez élevé parce qu'il est un chasseur de sangliers vétéran, et comparé à lui, il est encore coincé au niveau 1. Même si sa compétence invocation a monté de niveau 2 fois, Allen sait qu'il a besoin de chasser des monstres pour monter de niveau, mais le problème est que sauf pour la chasse, les cerfs ne peuvent pas quitter leur village sans permission, donc il décide de lancer doucement son idée et dit que ce serait si agréable d'aller chasser. Rodin, cependant, le rejette instantanément, disant que la chasse est une activité dangereuse et que les enfants ne devraient pas être près des forêts. Eh bien, Allen est déçu par cela, mais plus tard cette nuit-là, il décide de vérifier ce qu'il y a dans la lettre que les développeurs lui ont envoyée. Comme il s'y attendait, les développeurs ont corrigé le bug de texte où sa classe d'invocateur n'était pas affichée au monument noir lors de la cérémonie d'appréciation. Non seulement cela, les développeurs ont officiellement envoyé un oracle divin au pape pour qu'il soit au courant de la nouvelle classe de métier, et maintenant elle sera affichée correctement à l'avenir. En plus, ils ont aussi adressé le problème concernant toutes les compétences d'Allen étant coincées à eux parce que la méthode de calcul normale utilise le taux de croissance pour calculer le potentiel d'une personne. Les développeurs lui ont envoyé une page d'affichage de potentiel spécial qui ne dépend pas de la vitesse de croissance, et Allen la vérifie pour trouver qu'il a des stats assez élevés sur tous les fronts sauf l'attaque et l'endurance. Il a un rang S en mana et intelligence, ce qui est logique pour un invocateur, mais parce qu'il a choisi le mode enfer, atteindre son potentiel serait presque impossible. Cependant, Allen n'a jamais peur de farmer, et il décide immédiatement d'essayer sa compétence amélioration sur un monstre sauterelle. Il trouve que la compétence augmente les stats de sa créature invoquée mais n'a aucun effet sur ses stats. Il invoque ensuite la sauterelle boostée qui brille en or pendant une seconde, mais juste après, sa mère vient là et l'écrase sous ses pieds. Le lendemain, Rodin part pour une chasse, et Allen finit les tâches ménagères avant de continuer ses expérimentations. Il essaie toutes les combinaisons de créatures existantes pour en créer de nouvelles, mais il ne réussit que quand il fusionne des insectes avec des oiseaux. Le résultat est une créature de type herbe en quelque sorte, et cette logique est encore plus stupide que Goku et Luffy combinés. Quoi qu'il en soit, Allen est impatient de voir quel buff l'invocation de type herbe lui donnera, et il est super heureux quand il trouve que ça augmente sa capacité de mana, lui permettant d'effectuer encore plus d'invocations et de fusions. Allen est excité parce que cela peut l'aider à grandir beaucoup plus vite, et il invoque immédiatement la créature, qui est une pomme avec des bâtons pour bras et jambes. Allen réalise que la pomme vivante n'est pas non plus conçue pour le combat, et vérifie que sa capacité spéciale est appelée Aroma. Il ordonne à la pomme d'utiliser la capacité, et elle s'enfonce soudainement dans le sol avant de créer un grand semis qui sent vraiment bon. Allen pense que c'est une capacité assez merdique à avoir, mais sa mère semble aimer l'arôme, donc il décide de laisser le semis là. Plus tard, Krina vient s'entraîner avec Allen à nouveau, et même s'il se fait botter le cul comme d'habitude, elle remarque qu'il est devenu un peu meilleur. Allen sait que la raison derrière cela est sa compétence maîtrise de l'épée qui a atteint le niveau 3 après s'être entraîné avec Krina quotidiennement, et en plus, il a maintenant plus de stats de ses créatures invoquées. Après qu'elles partent, Allen commence à jeter des pierres à l'arbre dans son jardin, et il se sent épuisé mentalement parce qu'il n'a même pas encore monté de niveau une seule fois. Il doit aussi s'occuper de son jeune frère Mash et aider aux tâches ménagères puisque sa mère est occupée à créer plus de travailleurs pour le village, et il ne pense pas que son entraînement de lancer de pierres en vaille la peine. Il a aussi créé un petit terrain plein de semis de pommiers parce que son doux parfum réduit le temps de récupération de mana de 6 heures. Plus tard dans la nuit,
Allen et Theresia attendent avec impatience le retour de Rodin à la maison, et ils s'inquiètent parce qu'il n'était pas censé revenir tôt ce soir. Soudain, ils entendent une agitation à l'extérieur de la maison et trouvent les villageois portant un Rodin blessé sur une planche en bois. Allen et Theresia courent à l'extérieur pour aider les villageois à amener Rodin dans la maison, qui est terriblement blessé avec une énorme blessure à l'estomac. Gerta dit que Rodin a pris un croc de sanglier droit dans le ventre, et s'il n'avait pas eu une herbe médicinale rare, il serait mort avant d'atteindre la maison. Theresia demande comment il avait l'herbe médicinale, et Gerta dit que le capitaine des chevaliers lui a donné quelques pièces d'or l'autre jour pour s'excuser de la façon dont il s'est comporté avec Krina, et il les a utilisées pour acheter les herbes. D'autres villageois se joignent soudain à la conversation, disant que c'est la faute des roturiers que Rodin ait été blessé, et ils sont prêts à régler l'affaire à leur manière. Juste à ce moment, Mash arrive là en entendant une agitation et commence à pleurer, donc Allen le ramène à l'intérieur pour dormir. Gerta dit aussi aux villageois de se reposer et de ne pas commencer de bagarre pendant qu'il reste derrière pour surveiller son meilleur ami. Allen s'approche de lui et demande timidement si un roturier est vraiment à blâmer pour la blessure de son père, et Gerta affirme. Il dit que quelques jours auparavant, le chef du village leur a demandé de laisser les roturiers se joindre aux chasses au sanglier parce que la viande de sanglier est vraiment précieuse, et même si la plupart va au baron, le reste de la viande est partagé entre les chasseurs. Les roturiers ne peuvent l'obtenir qu'en échangeant des objets essentiels contre de la viande, et ils ne se portent jamais volontaires pour les chasses au sanglier parce qu'ils sont un tas de mous qui savent qu'ils ne peuvent pas gérer un monstre géant. Cependant, cette fois était différente parce qu'après avoir entendu le capitaine des chevaliers Zénoph louer Rodin comme un héros, ils ont pensé que les roturiers seraient en sécurité avec lui autour. Gerta dit que ni lui ni Rodin n'étaient en faveur de laisser les roturiers se joindre aux chasses, mais ils ne pouvaient pas refuser un ordre du chef. Pour empirer les choses, beaucoup de roturiers n'ont pas pris l'entraînement au sérieux parce qu'ils ne voulaient pas prendre de leçons de cerfs qui sont une classe sociale inférieure à eux. Puis, le jour de la chasse, ils ont donné aux roturiers le travail de distraire le sanglier pendant que tout le monde attaquait, mais ils n'avaient pas le courage de faire même ça, et ils ont fini par lâcher leurs armes et courir. L'un d'eux était un idiot maladroit qui est tombé au sol, et Rodin a pris un croc de sanglier dans le ventre en le défendant. Ils ont réussi à vaincre le grand sanglier en quelque sorte et ont même sauvé la vie de Rodin avec l'herbe médicinale. Gerta dit à Allen et Theresia qu'il apportera la part de viande de Rodin le lendemain et leur demande de rester fort. Le lendemain matin, Allen se réveille et trouve sa mère s'occupant de son père. Il lui dit qu'il prendra le travail d'elle, mais elle lui dit qu'elle va bien. Juste à ce moment, Rodin se réveille en sursaut, pensant encore qu'il est au milieu de la chasse. Sa famille est soulagée de voir qu'il a retrouvé ses sens, et pendant qu'ils ont un moment émotionnel, Allen réalise qu'il n'a pas utilisé son temps correctement jusqu'à maintenant. Il était seulement concentré à devenir plus fort, mais il n'y avait pas d'objectif derrière cela. Il comprend maintenant que ce monde n'est pas un jeu pour les gens qui y vivent, y compris sa famille. Les gens vivant dans ce monde sont réels, et sa famille est aussi réelle qu'eux. Allen décide qu'il doit mettre son pouvoir à bon usage pour garder sa famille en sécurité, surtout parce que son père ne pourra pas bouger pendant quelque temps maintenant. Juste à ce moment, Gerta arrive là avec la part de Rodin de la chasse, et il est content de le voir debout à nouveau. Gerta dit à Rodin de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit et de juste se concentrer à aller mieux parce que le reste des villageois subviendra aux besoins de sa famille cet hiver. Soudain, Allen prend la parole, demandant la permission de son père de reprendre ses emplois pour aider sa famille. Il commence à travailler le même jour, commençant par puiser de l'eau d'un puits et ensuite portant de lourds seaux avec lesquels même un adulte aurait du mal. Tout le monde est choqué de voir comment Allen semble être différent, mais il a juste décidé d'enlever tous les freins. Il a maximisé sa force physique à travers ses invocations parce que cela lui permettra d'aider sa famille le plus, et il ne s'inquiète pas de l'attention que cela lui attirera parce qu'ils ont déjà Krina pour distraire le monde extérieur. Après avoir livré de l'eau à sa maison, il va au champ pour apprendre comment récolter des pommes de terre de Gerta. Gerta lui dit d'utiliser ses deux mains pour déraciner les pommes de terre, mais Allen commence à frimer en arrachant toute une botte avec juste une main. Il prétend qu'il tire cette force de son papa et travaille dur dans le champ, récoltant toutes les pommes de terre en un jour. Plus tard, il regarde les pommes de terre récoltées, pensant à quel point c'est injuste que le baron puisse réclamer plus de la moitié des pommes de terre que les cerfs cultivent. Juste à ce moment, il entend des invités venir à leur maison, et il s'avère que c'est le chef du village ainsi que l'idiot qui était la cause de la blessure de Rodin. Le chef a apporté des fruits comme cadeau, et l'homme s'excuse d'avoir gâché les choses qui ont mené à la blessure de Rodin. Alors que Rodin réagit avec bienveillance et dit à l'homme d'être plus prudent s'il veut continuer à chasser, Theresia n'est pas vraiment prête à pardonner les idiots si facilement. Elle lui fait la leçon que tout le monde a une famille à laquelle retourner, peu importe sa classe sociale, et il ne devrait pas traiter la vie de n'importe qui si négligemment. Le reste des cerfs arrive là juste alors pour vérifier l'état de Rodin, et Theresia laisse tomber sa colère en voyant leur drôle d'antique. Le lendemain, Allen s'en va seul dans un champ d'herbes sauvages et crée une large zone pour son plan génial pour aider sa famille à traverser les hivers.
Il invoque les grenouilles dans son inventaire et protège son visage en utilisant ses mains alors que toutes les grenouilles sautent sur lui avant d'atterrir au sol. Ensuite, Allen met en place quelques pièges de niveau débutant et dit aux grenouilles d'utiliser leurs compétences provocation, espérant que cela attirera des oiseaux sauvages qu'il pourra piéger et ramener à la maison. Cependant, quand rien ne vient même après un peu d'attente, il décide d'abandonner. Juste à ce moment, il voit un oiseau venir vers eux et se prépare à l'attraper, mais ensuite il réalise que ce n'est pas un oiseau ordinaire mais le monstre de Rambé appelé Albaren. Le monstre détruit les pièges sans même réfléchir et ensuite bat les grenouilles une par une. Allen réalise qu'il n'est pas de taille pour un monstre de Rambé et commence à fuir, mais ensuite sa fenêtre de statue apparaît devant lui, et il pense qu'après avoir boosté ses stats physiques à la limite, il devrait pouvoir vaincre ce monstre. Donc il décide de riposter et lance immédiatement une pierre à la tête du monstre avant de charger et de le frapper avec son épée. Le monstre le frappe en retour, mais ensuite Allen invoque une meute de chiens qui mordent le monstre et le gardent engagé. Cependant, cela ne dure pas non plus longtemps car l'oiseau monstre bat rapidement tous, et Allen retourne combattre avec son épée. Le monstre le frappe à nouveau, et il prend plus de dégâts cette fois parce qu'il a perdu un tas de bœufs après que ses invocations ont été vaincues. Il se sent trop faible pour même se lever, et ensuite l'oiseau monstre l'attaque à nouveau. Allen bloque en quelque sorte son attaque avec son épée, mais il sent que cela pourrait être la fin du jeu pour lui. Allen se demande comment il peut survivre à l'attaque du monstre quand il a soudainement une idée, une qu'il n'a pas réellement testée auparavant. Il invoque les dernières invocations de type insecte qu'il avait créées et les lâche sur le monstre oiseau. Les monstres chenilles commencent à aspirer l'énergie de l'Albaren, et celui-ci arrête son attaque, faisant réaliser à Allen qu'il avait raison sur le fait que leur capacité pouvait être utile au combat. Il se sort de sous le monstre oiseau et décide de l'affaiblir en l'attaquant constamment, et ainsi, il peut éviter d'être tué après avoir perdu tous ses bœufs. Il invoque une autre meute de chiens pour attaquer l'oiseau aux côtés des insectes, et il le submerge complètement. Allen utilise cette chance pour porter un coup fatal à sa tête, et pendant un moment, le monde devient noir et blanc pour lui. L'instant d'après, le monstre tombe raide mort, et le grimoire d'Allen apparaît devant lui, lui disant qu'il a vaincu l'Albaren et obtenu 100 points d'expérience. Allen pousse un grand cri pour déclarer sa victoire, et il se sent au sommet du monde après avoir vaincu son premier monstre. Bientôt, il rentre chez lui, traînant sa précieuse chasse avec lui, et sa famille et ses amis sont abasourdis en le voyant avec un monstre de Randé et Theresia lui demande comment il a même réussi à l'abattre, et Allen fait la litote du mois en disant qu'il a vu le monstre atterrir au sol près de lui, puis il l'a pris par surprise et l'a achevé. Krina est vraiment impressionnée par l'exploit incroyable d'Allen, mais Mash est terrifié par le monstre mort. Rodan remarque une coupure sur le visage du MC et demande s'il est blessé ailleurs, il répond qu'il va bien et que même la blessure sur son visage commence à guérir. Gerta examine le cadavre du monstre et remarque les marques de morsure laissées par les chiens. Il demande à Allen s'il a aussi mordu le monstre et, pour s'assurer que son histoire reste cohérente, Allen dit qu'il combattait par pur instinct, donc il ne se souvient pas comment c'est arrivé. Gerta ne sait pas s'il doit rire de l'image dans sa tête ou être terrifié par la sauvagerie d'Allen, alors il décide de plutôt traiter le monstre. Alors qu'il se retourne pour parler des détails avec Rodan, Allen remarque une grosse bosse sur la tête de Gerta, et il est presque sûr qu'il l'a eu soit de sa femme, soit en s'entraînant au combat à l'épée avec Krina. Alors qu'il ricane intérieurement, Gerta lui demande de l'aide, et il suspend l'Albaren à l'envers pour laisser son sang s'écouler. Gerta dit à Allen qu'un Albaren pèse environ 60 kg, et 40 kg de cela ne sont que du sang et des os, donc ils n'obtiennent pas beaucoup de viande, mais ses plumes se vendent pour un bon prix. Allen est reconnaissant que Gerta lui apprenne tout cela, mais son excitation disparaît quand il réalise qu'ils doivent en donner 60% au seigneur. Allen trouve cela injuste, et Gerta lui dit que les bons nobles ignorent les petits monstres de rang comme les lapins à cornes, mais ils ne laisseront pas laisser garder un monstre de Randé pour eux. Soudain, Gerta tranche le monstre pour en extraire sa pierre magique et dit qu'elle entre aussi dans le système de taxation, mais qu'elle est de toute façon inutile pour des villageois comme eux. Gerta a une idée, et il dit que si Rodan n'avait pas été blessé à cause de la faute du roturier, Allen ne serait pas tombé sur l'Albaren, et ils peuvent utiliser cela pour faire culpabiliser le chef du village et obtenir une plus grosse part de lui. Allen réalise que le meilleur ami de son père n'est pas qu'un simple muscle, il a ses propres idées sur la question. Peu après, Gerta et Allen vont voir le chef, qui est très heureux de voir le cadavre de l'Albaren, et Gerta lui dit qu'ils sont prêts à remettre les plumes comme taxe et à garder le reste du cadavre du monstre pour eux. Le chef n'aime pas cette idée et dit que le seigneur a demandé encore plus de viande cette année, donc ses mains sont aussi liées. Gerta dit qu'ils lui donneront aussi la pierre magique, et le chef n'est toujours pas satisfait. C'est l'indice pour Gerta de le faire culpabiliser, et il commence à dire que si le héros de leur village, Rodan, n'avait pas été blessé, il ne serait pas dans une situation aussi délicate. Il dit que la famille de Rodan va mourir de faim pendant l'hiver avec lui au lit, et Allen commence à faire comme s'il allait s'évanouir à cause de la faim. Heureusement, le chef du village est facile à manipuler, et il accepte le marché. Allen le remercie puis demande s'ils peuvent aussi garder la viande des Albaren qu'ils chasseront à l'avenir.
Il sait que cela va être délicat, et Gerta lui dit fort de ne pas être trop excité car il n'aura pas la chance de chasser un autre monstre de rang et de sitôt. Le chef le croit et en rit, disant que s'ils ont la chance de chasser un albaren, ils peuvent en garder la viande. Allen et Gerta sont heureux que leur plan ait été un succès complet, et peu après, Allen installe un autre piège pour chasser un albaren. Le piège fonctionne à merveille, comme la dernière fois, et cette fois, 2 monstres fondent pour attaquer les grenouilles. Allen est plus sage après la première bataille, et il rappelle immédiatement les grenouilles pour ne perdre aucun statut. Il envoie ensuite les insectes aspirer l'énergie des monstres puis les frappe à la tête avec une pierre pour perturber leur équilibre. Après cela, il envoie ses chiens les mordre puis les achève d'un coup à la tête avec son épée en bois. Après avoir vaincu les 2 monstres, il rappelle ses invocations, et il est fier de lui car, après avoir chassé une bande de monstres, c'est la première fois qu'il ne perd aucune invocation. Soudain, son grimoire apparaît et lui dit qu'il a enfin obtenu 1000 points d'expérience et atteint le niveau 2. Allen est ravi d'entendre cela, et il vérifie immédiatement ses stats pour constater que sa santé et son mana sont entièrement restaurés, et toutes ses stats se sont aussi beaucoup améliorées. Il serre son grimoire contre lui car cela fait 6 ans qu'il est venu dans ce monde, et il a enfin monté de niveau. Il décide de mettre sa famille dans le secret, lui aussi, et ramène l'Albaren à la maison. Rodan est choqué de voir qu'Allen en a vaincu 2 cette fois, mais il ne dit rien. Immédiatement après, Allen va à son entraînement à l'épée avec Krina, et il est maintenant beaucoup plus rapide. Il peut esquiver ses attaques de manière constante, mais il est occupé à penser qu'il a assez de viande pour tenir tout l'hiver, et tout ce dont il a besoin maintenant, c'est du bois de chauffage. Il pense que s'il chasse 20 albaren de plus, il peut atteindre le niveau 3, mais cela semble impossible à faire cet hiver. Il est tellement distrait par ses pensées que Krina se faufile derrière lui et lui porte un coup sur la tête, maintenant sa série de victoires en vie. Plus tard dans la nuit, Allen parle à ses parents, leur disant d'attacher leur ceinture de sécurité parce que son histoire pourrait les emmener dans des montagnes russes émotionnelles. Il dit que lorsqu'il avait 1 an, il a eu un oracle du dieu Elmia, qui lui a dit qu'il lui accorderait puissance et sagesse. Il dit à ses parents que c'est pourquoi il est plus fort et plus intelligent que la moyenne des gens, mais le dieu de la création lui a aussi donné un grand handicap, disant qu'il affronterait des défis que 100 personnes ne pourraient surmonter ensemble, et qu'il devait utiliser sa force et sa sagesse pour les surmonter. Theresia est choquée d'entendre cela et commence à demander à Dieu comment il a pu donner à son enfant une telle épreuve rude. Rodan, quant à lui, remarque qu'Allen doit avoir passé une épreuve aujourd'hui parce que la blessure sur son visage a guéri. Allen ne le réalise qu'à ce moment-là, et Rodan lui dit qu'il sait ce que c'est que de surmonter les épreuves de Dieu. Soudain, Theresia demande pourquoi Allen n'avait aucun talent à la cérémonie d'Appraisal alors, et il explique qu'il a eu un autre oracle d'Elmia à ce sujet. Rodan le réprimande et lui dit de prononcer le nom du dieu avec le respect approprié, et Allen s'excuse avant de continuer. Il dit que sa classe de travail était trop nouvelle pour être affichée à la cérémonie d'Appraisal, et ses stats étaient basses parce que la méthode normale dépend de son taux de croissance, qui est ralenti à cause de son handicap. Ses parents sont curieux de connaître son talent maintenant, mais Allen ne peut pas leur parler d'être un invocateur puisque les gens pourraient commencer à craindre qu'il puisse contrôler des monstres dangereux. Il dit qu'il ne sait pas quel est son talent, et il cache aussi le fait qu'il a été réincarné ici depuis un autre monde. Theresia serre soudainement Allen dans ses bras, demandant pourquoi il ne leur a pas dit plus tôt parce qu'elle pensait qu'il était un psycho quand il lançait des pierres sur l'arbre chaque jour, mais il s'entraînait juste pour surmonter les épreuves des dieux. Rodan lui demande ce qu'il veut faire ensuite, et Allen lui dit qu'il prévoit d'affronter les épreuves de front. Rodan pense que c'est une bonne idée et lui dit d'être courageux et d'affronter les défis que dieu Elmia a préparés pour lui, et s'il est bloqué quelque part, il peut toujours leur demander de l'aide. Il dit aussi à Allen de garder le secret parce que les choses pourraient devenir délicates s'il est accusé de mentir au sujet d'un oracle. Cependant, Rodan veut le dire à Gerta et se vanter que son fils a eu un oracle du dieu créateur lui-même, et ça bat certainement Krina étant une Swartlore. Peu après, Allen a chassé une tonne d'albaren, et il les amène au marché avec Gerta, qui prévoit de lui apprendre tout sur les affaires. Gerta lui dit que leur chasse au sanglier a aussi été un succès, car sans les roturiers, ils n'ont pas eu de problème. Allen lui demande la différence entre les cerfs et les roturiers, et Gerta lui dit que leur statut social est différent, et les roturiers ne paient pas la taxe de 60% comme les cerfs. Au lieu de cela, ils paient 3 pièces d'or par adulte et 1 pièce d'or par enfant comme taxe annuelle. Allen est intrigué et passe à sa question principale sur la façon dont les cerfs peuvent devenir roturiers. Gerta répond qu'ils doivent payer un tribut de 10 pièces d'or par personne dans leur famille, où le seigneur peut personnellement les récompenser avec une promotion. Allen réalise que puisque sa mère fait constamment des enfants, il doit gagner 50 pièces d'or rapidement, ou ça deviendra 60 l'année prochaine. Bientôt, ils vont dans une compagnie commerciale et obtiennent du sel en échange de la viande de monstres séchés. Après cela, Gerta emmène Allen dans différents types de magasins, et il apprend le taux de change pour différents articles. La fois suivante, Allen va au marché seul et commence à faire des recherches sur combien coûteraient les articles s'il les achetait avec de l'argent. Après un peu de recherche,
Il trouve qu'un paquet de jerky d'Albaren se vend pour une pièce d'argent, et s'il veut gagner 50 pièces d'or, il doit en chasser 500. Il décide de ne pas penser au grain qu'il devra faire pour ça et va dans une boutique médicale pour demander des potions de récupération de mana. Le boutiquier répond qu'il ne garde pas des trucs si fantaisistes dans leur magasin bon marché, et Allen décide de regarder d'autres herbes médicinales et d'en dessiner les croquis dans son grimoire à la place. Il demande ensuite au boutiquier s'il a des fleurs de muller, et le boutiquier se met sur la défensive en entendant ce nom parce que la dernière fois qu'il les a vendus, c'était à Gerta, qui a fait irruption dans son magasin et l'a supplié de les lui vendre. Le boutiquier dit que Gerta était vraiment insistant même s'il n'avait que la moitié de l'argent pour les acheter, et il a promis de payer le reste plus tard. Il s'est littéralement mis à genoux et a supplié qu'il avait besoin des fleurs pour sauver son ami, et le boutiquier a dû céder. Il en est encore frustré même si Gerta l'a payé plus tard, et Allen lui donne soudainement un paquet de viande en remerciement parce que les fleurs de Muller ont sauvé la vie de Rodan. Après cela, Allen va dans une forge et regarde les armes qui coûtent 50 pièces d'argent chacune, alors il décide de ne pas en rêver pour l'instant. Soudain, l'utilisateur de hache d'Ogora vient là et demande à Allen ce qu'il fiche dans la boutique de son père. Allen ne veut pas s'embêter avec le gamin malpoli, alors il lui dit qu'il regardait juste et s'en va. Cependant, Dogora le frappe sans raison et lui dit de devenir son sbire tout comme avec Pal, le fils du chef. Allen décide de riposter pour maintenir Dogora en échec depuis le début. Il pose ses bagages au sol et pointe son épée en bois vers Dogora, lui demandant de prendre l'arme qu'il veut pour qu'il se batte loyalement. Dogora court chercher sa batte de baseball pendant qu'Allen et Pal se saluent, et dès qu'il revient, il commence à balancer sa batte en bois. Allen esquive et bloque facilement ses attaques, et il peut dire que Dogora a la puissance d'attaque d'un utilisateur de hache, mais il n'a rien de spécial comparé à Krina. Allen se précipite vers lui et le désarme d'un coup rapide, et Dogora tombe au sol après avoir été vaincu. Allen utilise cette chance pour Farmer de Laura comme un samouraï rusé et lui dit qu'il reviendra un jour pour commercer dans sa boutique. Peu après, Rodan commence à se sentir mieux et se prépare à travailler à nouveau. Quelques mois passent, et Dogora devient un visiteur régulier de la maison de Krina, qui est devenu un terrain d'entraînement pour tous les enfants. Pal est là aussi, et Mash s'entraîne avec Krina, qui y va super doucement avec lui. Allen réalise que son frère a peut-être les compétences pour devenir un utilisateur de lance, et pendant qu'il est distrait, Dogora décide de le frapper. Cependant, ses mouvements sont encore trop grossiers, et Allen l'esquive seulement pour le faire tomber au sol. Une nuit après cela, alors qu'Allen regarde sa petite sœur s'endormir, Rodan et Gerta rentrent à la maison, et ils ont l'air vraiment épuisés. Theresia leur demande ce qui s'est passé, et ils lui disent que le baron leur a ordonné de chasser 15 sangliers sauvages cette année au lieu de 10, et c'est pourquoi ils ont de nouveau autorisé les roturiers à les rejoindre. Theresia demande qui diable a pensé que c'était une bonne idée après que Rodan a été blessé, mais ils ne peuvent pas refuser parce que c'est un ordre du baron. Pire encore, ils doivent chasser 20 sangliers l'année suivante, et s'ils ne peuvent pas le faire, le seigneur est prêt à amener plus de cerfs d'autres endroits, ce qui est une mauvaise nouvelle pour le village parce que les cerfs qui ne peuvent pas chasser se feront retirer leurs terres. Rodan dit que leur seule option est de partir à la chasse plus souvent parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux roturiers, même si cette méthode est aussi risquée. Soudain, Allen dit que même s'ils partent à la chasse plus fréquemment et atteignent le quota, il continuera d'augmenter jusqu'à ce qu'ils doivent amener des cerfs d'autres endroits ou laisser les roturiers les rejoindre. Il dit que laisser les roturiers les rejoindre est une bonne idée, et même si Gerta lui dit de se taire quand les adultes parlent, Rodan lui demande ce qu'il suggère. Allen dit qu'il a été béni avec la sagesse par les dieux, ce qui signifie essentiellement son expérience de jouer à d'innombrables jeux. Il est confiant qu'il peut transformer même les noobs les plus inutiles en joueurs forts et demande à Rodan et Gerta de lui laisser les roturiers. Le lendemain, Allen se rend à la porte du village où tous les autres cerfs sont rassemblés, habillés comme des autruches. Ils sont impatients de récupérer Rodin dans l'équipe, ainsi que son fils qui les rejoint. Rodin leur dit qu'ils vont adopter la stratégie de chasse qu'Allen a imaginée, mais il n'est pas assez âgé pour participer réellement à la chasse, donc il les observera depuis la touche. Tandis qu'Allen salue poliment les chasseurs et accepte son rôle d'observateur, il souhaite vraiment rejoindre l'équipe et obtenir des points d'expérience en vainquant les grands sangliers. Cependant, il n'a pas réussi à convaincre Rodin de le laisser participer à la chasse, et à la fin, il a à peine réussi à venir. Allen pense que rejoindre la chasse n'est pas la chose la plus importante pour le moment, et son attention devrait se porter sur l'entraînement correct des roturiers pour que personne ne soit blessé comme son père. C'est alors que le roturier qui a été la cause de la blessure de Rodin l'année dernière arrive et s'excuse à nouveau. Il demande à Rodin de ne pas couvrir son misérable cul s'il échoue cette fois, mais Rodin lui demande de se concentrer sur son travail et de faire confiance à l'équipe pour le reste. Sur ce, Gerda conduit tout le groupe hors du village, et Allen prend un moment pour contempler le paysage autour de lui car c'est la première fois qu'il quitte le village. Il pense que ce n'est que le début, et qu'il passera bientôt beaucoup de temps ici pour monter de niveau. Allen remarque rapidement la montagne du Dragon Blanc au loin, qui est le foyer des grands sangliers qui descendent de la montagne une fois que le temps commence à refroidir.
Il a aussi entendu des histoires selon lesquelles un dragon blanc légendaire vit au sommet de la montagne, mais il ne sait pas à quel point c'est vrai. Cependant, alors qu'il était occupé à faire tout ce monologue intérieur, le groupe de chasse est parti loin devant, et il demande à Allen s'il a la trouille maintenant. Il court immédiatement pour les rattraper, et bientôt tout le groupe atteint sa destination. Rodin dit à chacun de prendre sa position comme prévu plus tôt. Bientôt, 2 des cerfs attirent un grand sanglier vers eux, et ils alertent tout le monde qui se cache à proximité de se préparer. Allen est terrifié en voyant le monstre géant, mais les cerfs sont prêts à lui faire face de front. Ils se mettent en garde, et sur l'ordre de Gerda, enfoncent leur lance dans la gueule du sanglier, le faisant cesser de charger à cause de la douleur. C'est le signal pour Rodin et le reste de l'équipe d'attaquer le sanglier sur les côtés, faisant jaillir des fontaines de sang de son corps. Allen observe tout depuis la touche et réalise que la stratégie que son père et les autres cerfs utilisent pour combattre les sangliers est assez rudimentaire, et il ne pouvait pas faire confiance aux roturiers pour jouer un rôle dedans. Il prévoit de faire les choses différemment, et alors qu'il réalise que le sanglier est près de sa mort, il dit aux roturiers de se précipiter et de l'attaquer. Les roturiers suivent son ordre et rejoignent les cerfs car ils ont seulement besoin de porter un coup pour obtenir leur part d'expérience et monter de niveau. Les cerfs ne sont toujours pas confiants à l'idée de laisser les mauviettes tenir des lances, mais heureusement, rien ne va mal, et les roturiers poignardent le sanglier une fois avant qu'il ne tombe. Les roturiers sentent le pouvoir circuler dans leur corps et réalisent qu'ils ont monté de niveau pour la première fois de leur vie. Les cerfs célèbrent aussi qu'il n'y a eu aucun accident et qu'ils ont réussi à chasser le premier sanglier de la saison. Allen est heureux que sa stratégie ait fonctionné, mais il est toujours en colère de ne pas avoir obtenu d'expérience en tant que stratège de l'équipe. C'est alors que les roturiers s'approchent de lui et le remercient de les avoir aidés à monter de niveau sans mettre la vie de qui que ce soit en danger. Allen ne se sent pas vraiment heureux en recevant leur gratitude car il préférerait avoir certains de leurs points d'expérience à la place. Quelques jours plus tard, Allen aide des villageois à puiser de l'eau au puits, et il lui demande s'il va rejoindre la chasse à nouveau. Il affirme, disant qu'il restera sur la touche comme d'habitude, puis demande aux villageois de convaincre Rodin de le laisser participer à la chasse aussi. Tout le monde a peur de Rodin et dit à Allen qu'ils se prendront un coup dans les couilles s'il lui suggère cela. Le boucher du village est aussi là, et il dit à Allen qu'il échangerait volontiers sa place avec lui pour vivre le frisson de la chasse, mais puisque sa femme est enceinte, il ne veut prendre aucun risque pour elle. Entendre cela donne une idée à Allen, et il demande au boucher de lui rendre un service. Il l'emmène dans son arrière-cour où il a accroché un tas d'albaérons pour les saigner. Le boucher est stupéfait de voir tant d'entre eux d'un coup, et Allen lui demande s'il peut les découper pour lui. Il propose de le payer avec 2 paquets de viande pour chaque albaéron qu'il peut traiter, et le boucher trouve l'offre trop bonne pour refuser. Allen lui laisse le travail car il prévoit de vendre la viande d'albaéron pour gagner de l'argent réel et acheter le statut de roturier pour sa famille. Il pense qu'engager un boucher de la ville pour l'aider serait trop coûteux, et s'il se fait aider par un cerf, il devra aussi faire moins de voyages en ville. Le lendemain, les villageois partent chasser à nouveau, et cette fois il y a plus de roturiers avec eux. Les nouveaux roturiers ne sont pas sûrs de pouvoir réussir la stratégie d'Allen, mais leurs aînés les assurent que c'est totalement sûr et qu'ils peuvent facilement monter de niveau avec cela. Allen pense aussi que c'est une bonne idée de laisser le nombre de roturiers augmenter lentement pour qu'ils puissent bientôt avoir assez de membres pour former 2 équipes et chasser plus de sangliers. Cependant, cela le rend suspicieux quant à la demande croissante de viande de sanglier du seigneur car il ne semble pas que son domaine manque de nourriture. Le processus de pensée d'Allen est interrompu alors que les cerfs amènent le sanglier avec eux. Tout le monde suit la stratégie habituelle d'encaisser le coup puis d'attaquer le sanglier sur les côtés, et les roturiers se joignent aussi à eux. En quelques secondes, le sanglier meurt saignant, et tout le monde se réjouit d'un autre succès. Les roturiers sentent le pouvoir de monter de niveau à nouveau, mais ils ne sont pas seuls cette fois, car Allen a aussi monté de niveau. Il est super heureux que son plan ait fonctionné. Même s'il pensait initialement que c'était idiot plus tôt, alors que les cerfs tiraient le sanglier sauvage derrière eux, Allen a sournoisement invoqué sa sauterelle juste devant le sanglier pour qu'elle se fasse écraser. Cela comptait techniquement comme Allen portant un coup au sanglier, et il a obtenu sa part d'expérience quand le monstre est mort. Il est heureux de pouvoir farmer plus facilement et pris pour la sauterelle qui a sacrifié sa vie pour sa cause glorieuse. Quelques mois plus tard, c'est le réveillon du Nouvel An, et Allen et Krina sont invités à une réunion chez le chef. Ils rentrent à la maison avec des bonbons et des cadeaux, et Allen pense que c'est la façon du chef de les remercier d'avoir rempli le quota de 15 sangliers. Une fois arrivés à la maison, ils trouvent que leurs familles ont déjà commencé le barbecue. Alors qu'ils profitent du barbecue ensemble, Gerda demande aux enfants si le chef a dit quelque chose à leur sujet, et Allen répond qu'il les a remerciés d'avoir rempli le quota. Gerda remarque alors la bouteille d'alcool derrière eux, et dès qu'Allen confirme que le chef la lui a donnée, Rodin et Gerda s'enthousiasment. Allen comptait sur cela, et il utilise cette chance pour lancer son plan magistral. Il demande à son frère Mash s'il veut s'entraîner au combat à la lance avec lui car il a le talent pour être un utilisateur de lance. Les 2 adultes sont confus par cela et demandent à Allen de simplement leur donner la bouteille avant de sortir,
mais il refuse, disant que le chef a donné la bouteille à lui puisqu'ils ne sont pas venus à sa réunion. Tous les deux lui disent qu'il ne peut même pas boire encore, et Allen répond qu'il leur laissera la bouteille s'ils le battent dans un jeu. Gerda accepte immédiatement, même si Rodin le prévient de faire attention, et puis Allen demande ce qu'il obtiendra s'il les bête à la place. Rodin demande ce qu'il veut, et Allen dit que s'il gagne, il pourra manier une lance dans toutes les chasses aux sangliers de l'année à venir. Rodin lance un regard à Gerda qui dit qu'ils se sont fait avoir, mais ils ne peuvent pas revenir sur leurs paroles maintenant. Ils acceptent les conditions d'Allen et demandent à quel genre de jeu ils vont jouer. Il répond qu'ils vont jouer au bras de fer, et les hommes pensent que c'est dans la poche. Gerda y va en premier, disant à Allen qu'il ne retiendra pas ses coups contre lui car il y a de l'alcool en jeu, mais il ne sait pas qu'Allen a stocké ses cartes d'invocation pour augmenter sa force physique. Dès que le concours commence, Gerda commence à dominer, mais puis Allen utilise sa vraie force et le repousse. Gerda ne peut pas résister à sa force malgré ses pleins efforts, et Allen claque son poing sur la table. Après avoir sali son oncle devant sa fille, Allen défie son père pour le match suivant. Alors qu'ils se tiennent la main, Allen est ému en sentant les mains de son père qui sont rudes et calleuses parce qu'il travaille si dur pour sa famille. Rodin est aussi sentimental que son enfant est devenu assez fort pour rivaliser avec lui maintenant, et Allen veut lui montrer qu'il est un adulte accompli maintenant. Cependant, alors que le concours commence, il est incapable de bouger ne serait-ce que la main de Rodin, qui le bat facilement. Allen réalise qu'il ne pouvait pas gagner contre son père, qui doit avoir des stats d'attaque supérieurs à 300. Il est fier de voir à quel point son père est fort et lui tend la bouteille d'alcool. Alors que Rodin et Gerda commencent à boire, Allen calcule que leurs forces devraient être respectivement autour du rang C et D. Cela lui donne une référence sur la force des gens normaux dans ce monde, et il décide de travailler dur pour atteindre leur niveau. Pendant ce temps, les dames disent à Allen de ne pas être trop contrarié par sa défaite alors qu'il n'est clairement même pas dérangé par cela. Rodin lui dit qu'il est déjà plus fort que Gerda, mais qu'il ne rejoindra toujours pas les chasses tant qu'il ne pourra pas le battre. Allen accepte sa condition et pense que s'il peut monter d'un niveau sa compétence d'invocation une fois de plus avant l'hiver, il peut probablement battre Rodin et rejoindre la chasse. Quelques mois après cela, la compétence d'invocation d'Allen atteint le niveau 4, et il débloque des créatures de rang E ainsi qu'un nouveau type de créature. Il doit fusionner des créatures déjà existantes pour les créer, mais cette fois il a assez de mana pour expérimenter librement. Alors qu'Allen vérifie les améliorations de ses stats, il remarque une nouvelle compétence appelée stockage, et en l'activant, il trouve un trou noir carré au milieu de son grimoire. Il le teste immédiatement en mettant des bâtons et des pierres dedans et trouve qu'il peut stocker une quantité illimitée de choses dans la boîte de stockage tant que cela passe par l'entrée. Cela embrouille Allen car la compétence de stockage semble définitivement être une compétence de fin de jeu, et un débutant de niveau 3 comme lui ne devrait pas l'avoir. Il se demande si les développeurs ont fait une erreur en lui donnant la compétence de stockage alors qu'il n'en a pas besoin, mais se convainc ensuite que la raison derrière cela lui sera bientôt révélée. Plus tard dans la journée, il décide de créer des insectes de rang E, mais il n'arrive à rien faire. Il se demande s'il n'a pas assez de mana pour cela, mais il s'avère qu'il a besoin de pierres de magie pour créer des créatures de rang E. Heureusement, Allen a quelques pierres de magie de rang E de lapin à cornes stockées avec l'argent qu'il accumule, et il les récupère pour invoquer des insectes plus forts. Cependant, cela ne fonctionne pas non plus, et il décide de jeter la pierre de magie dans le stockage pour expérimenter. Cela fonctionne parfaitement, et il est capable de créer un papillon de rang E qui est assez plus grand qu'il ne s'y attendait. C'est alors que sa mère arrive, et Allen cache tant bien que mal l'insecte type Pokémon surdimensionné derrière son dos jusqu'à ce qu'elle parte. Ensuite, il invoque un animal de rang E qui s'avère être un tigre à dents de sabre, et Allen se fait dessus en le voyant. Cependant, le tigre à dents de sabre est vraiment obéissant et fort, et il augmente aussi sa force physique de 10 points. Ensuite, Allen décide de fusionner les créatures pour créer de nouveaux types, mais il découvre qu'il a besoin de pierres de magie pour cela aussi. Il réalise qu'il a besoin de chasser plus de lapins à cornes et demande à son père à leur sujet, et Rodin lui dit que les lapins à cornes ne viendront plus au village car ils ont creusé une tranchée tout autour du village l'année dernière. Allen est déçu d'entendre cela, mais il trouve bientôt une opportunité d'en apprendre plus. Alors que Krina transforme une séance d'entraînement avec Dogora en séance de fessée, Allen demande à Pell des informations sur les pierres de magie car il est le plus instruit d'entre eux. Pell lui parle de la façon dont les pierres de magie récoltées sur les monstres peuvent être utilisées pour fabriquer des outils magiques, mais seules les pierres de magie au-dessus du rang D sont réellement utiles. Il dit que les pierres de magie de rang E sont si sans valeur qu'il peut en trouver traînant, et il en trouve bientôt une sur leur terrain d'entraînement lui-même. Cela donne un nouvel espoir à Allen, et il fait le tour du village pour collecter toutes les pierres de magie qu'il peut trouver. Après cela, il va dans les prairies et crée toutes les invocations qu'il peut alors qu'il se demande quelles sont leurs capacités. Une forte rafale de vent fait s'envoler la carte oiseau, et son faucon sort pour l'avertir du danger. C'est alors qu'un bébé sanglier l'attaque et le renverse au sol, mais son invocation de type plante le soigne. Le papillon met le sanglier en transe tandis que le tigre à dents de sabre l'achève, et quand un deuxième sanglier l'attaque,
Une créature de type sanglier sort pour se défendre contre lui. Cependant, tout cela était Allen qui devenait de Lulu et nous faisait perdre notre temps car il pense que c'est ainsi qu'un invocateur est censé combattre. Il sait qu'il n'y a pas de guide de gameplay dans ce monde, et il doit tout découvrir lui-même. Il sent que toutes les classes de créatures ont un rôle particulier au combat, et il décide de baser sa stratégie autour d'elles. Allen appelle toutes ces créatures et pense que les insectes appliquent des debuffs à l'ennemi tandis que les bêtes font des dégâts. Les oiseaux rassemblent et relaient des informations. Les types plantes soignent et les invocations de type pierre défendent. Il réalise qu'il peut faire le travail de tout un groupe par lui-même, et c'est pourquoi la classe d'invocateur a un si haut potentiel. Il comprend maintenant que la compétence de stockage lui a été donnée pour qu'il puisse transporter en toute sécurité des milliers de pierres de magie avec lui à tout moment, et il jure de devenir la personne la plus forte du monde. Quelques jours plus tard, le chef du village invite Allen, Rodin et Gerta à son manoir pour discuter de quelque chose d'important. Pendant que les adultes discutent avec le chef, Allen se gave de fruits du dragon épineux. Le chef dit qu'il les a appelés ici pour leur annoncer que le mois prochain, le baron leur rendra visite en personne. Rodin et Gerta sont tous deux stupéfaits d'apprendre que leur seigneur va visiter leur humble village, mais Allen n'a pas une très haute opinion de l'idiot qui exige qu'il chasse 20 grands sangliers chaque hiver. Le chef explique que le baron veut voir les chasses aux sangliers car il est très curieux à leur sujet, et Gerta n'est pas contente que leur bataille entre la vie et la mort ne soit qu'un divertissement pour un noble. Rodin n'y voit pas d'inconvénient, mais il veut savoir pourquoi le chef a convoqué Allen avec eux. Le chef répond que le baron s'ennuie de l'île d'Epstein, donc Allen va s'occuper de lui et essentiellement lui servir de guide à travers le village et la chasse. Rodin demande au chef d'envoyer son propre fils pour cela, mais le gros répond que son fils Pell est assez timide et ne pourra pas satisfaire le baron. Le chef dit qu'Allen devra divertir le baron pendant tout son séjour au village, et Allen ne pense pas avoir envie de le faire. Cependant, après réflexion, il réalise qu'il peut utiliser cette chance pour impressionner le baron avec son esprit et ses compétences, et cela peut l'aider à devenir roturier plus vite que de chasser Albaïron et les grands sangliers. Même si c'est une chance improbable, Allen accepte la requête du chef de guider le baron. Peu de temps après, le baron Granville arrive au village avec l'ordre de chevalier mené par le capitaine Zenoff. Le chef du village accueille le baron, qui a emmené sa fille Cécile avec lui. Il visite la maison du chef, où Allen travaille comme serviteur temporaire. Granville félicite le chef pour son dur labeur à maintenir un village prospère. Il dit qu'au cours des 15 dernières années, il n'y a pas eu de village plus prospère que leur village de Krina. Le chef du village accepte humblement les éloges, puis Granville s'excuse d'avoir demandé plus de viande de sanglier chaque année. Il dit qu'il savait qu'il imposait un fardeau supplémentaire aux villageois pour cela, mais qu'il ne pouvait désobéir à un ordre du roi lui-même. Il devient soudainement furieux et dit que tout est de la faute du vicomte Carnal qui a délibérément attiré l'attention du roi sur les chasses aux sangliers pendant qu'il le rencontrait, juste pour pouvoir les mettre dans une situation difficile. Son majordome lui dit de se calmer un peu parce que sa colère effraie le chef du village, et juste à ce moment-là, de la nourriture est apportée à table pour rassurer tout le monde. Alors que Granville et sa fille y goûtent, ils sont ravis de son goût délicieux et demandent immédiatement au chef de quel type de viande il s'agit. Il hésite à leur donner une réponse, et Allen intervient à ce moment-là, expliquant que c'est un plat à base de viande d'Albaïron, et que l'oiseau dans son assiette a été chassé hier justement pour lui donner le goût le plus frais. Il explique plus de détails insignifiants sur le plat, et le baron est impressionné par son assurance et sa clarté. Il demande au chef si c'est son fils, et il répond que le garçon est le fils de Rodin. Zenoff se souvient l'avoir vu aussi la dernière fois qu'il était au village, et Allen le salue, disant qu'il sera leur guide pour la partie de chasse le lendemain. Granville est une fois de plus impressionné par les manières d'Allen et demande si son père est un chevalier. Le chef répond que le père d'Allen est un serf, et cela irrite la fille gâtée de Granville, Cécile, qui demande au chef comment ose-t-il laisser un serf dans la salle à manger avec eux. Son père la gronde immédiatement, lui rappelant que les serfs sont aussi des membres de leur territoire, et qu'elle ne peut pas les traiter comme s'ils étaient moins que des humains. Cécile s'excuse immédiatement auprès de son père avant de lancer un regard noir à Allen, qui ne la prend pas vraiment au sérieux. Après cela, Zenoff dit à Allen qu'ils ont hâte de connaître les détails de la chasse demain. Il dit que l'objectif de chasser 20 sangliers en un hiver est trop élevé, et si les villageois n'y arrivent pas, les chevaliers prendront le relais. Cécile est d'accord avec lui et dit que ce serait tellement cool de voir les chevaliers chasser les sangliers au lieu de quelques villageois stupides. Le baron pense aussi que c'est une bonne idée et dit qu'une fois que les chevaliers auront appris les bases, ils pourront prendre le relais. Soudain, Allen prend la parole pour sauver la dignité de son village et dit que les chevaliers ne seront pas nécessaires car les villageois peuvent facilement chasser 20 sangliers par eux-mêmes. Il décide de miser sur l'aura de son village et dit à tous que leur performance demain dissipera tous les doutes. Le lendemain, tout l'entourage se dirige vers les bois pour observer la chasse aux sangliers, et Allen les mène à une tour d'observation spécialement construite pour leur permettre de vivre la chasse sans être en danger. Cécile ne lui parle toujours pas sans ricaner, mais une fois que tout le monde a atteint le point d'observation, Allen commence à les guider pas à travers la chasse. Bientôt,
Rodin et les serfs arrivent là-bas vêtus d'armures faites de peau de sanglier. Allen remercie le baron de leur avoir accordé la permission d'utiliser les restes de peau de sanglier pour fabriquer des armures au nom de tous. Après cela, l'unité leur se précipite pour trouver et attirer le sanglier derrière eux, et Allen dit à tout le monde d'être patient car ce processus prend beaucoup de temps. Pendant qu'ils attendent, Zénof demande à Allen des nouvelles de Krina, et il répond qu'elle va très bien. Zénof est heureux de l'apprendre et dit qu'un tuteur sera envoyé ici après le printemps pour la préparer à l'examen d'entrée à l'académie. Pendant qu'Allen ricane, imaginant Krina en train d'étudier, l'équipe leur mène le sanglier sur le terrain de chasse, et l'équipe tank utilise d'énormes boucliers robustes pour les piéger. Après cela, les attaquants principaux se dirigent vers la tête du sanglier pour le poignarder, et ensuite, les novices l'attaquent par derrière en utilisant de longues lances. Allen explique comment les novices n'attaquent qu'une ou deux fois pour acquérir de l'expérience, et on ne leur donne généralement pas d'armure car le risque pour eux est minime. Cécile commence à avoir la nausée en voyant le sanglier se faire poignarder à plusieurs reprises et alors que Rodin porte le coup de grâce à son cou, elle s'effondre. Zénof et Granville sont tous deux profondément impressionnés par les compétences des villageois et décident de leur laisser entièrement la chasse au sanglier quand soudain deux autres sangliers se précipitent vers eux. Zénof dit immédiatement à son vice-capitaine de préparer les chevaliers à aider les villageois, mais Allen leur dit que ce n'est pas nécessaire car les villageois sont préparés à de tels incidents. Sur le terrain, Rodin dit à tout le monde de le suivre, ainsi que Gerta, en deux groupes, et ils utilisent la même stratégie pour coincer les sangliers et les chasser. Allen dit au baron et à Zénof que tout chasseur qui se respecte sait qu'ils devraient chasser toutes les proies qu'ils attirent car s'ils laissent une proie s'échapper, ils sont de mauvais chasseurs. Cependant, il sait que ce n'était pas possible avant cette année, principalement parce que les villageois manquaient de bons équipements. La plupart des produits de la chasse servaient à payer les impôts, donc ils ne pouvaient pas se permettre d'améliorer leurs outils. Cependant, ils ont réussi à économiser suffisamment pour améliorer un peu leur lance chaque année, et cette augmentation progressive leur a permis de devenir beaucoup plus efficaces au fil des ans. Avec l'armure de l'année dernière, ils sont maintenant assez forts pour former deux équipes et vaincre deux sangliers en même temps, et Allen est soulagé que le pari qu'il a pris sur l'aura de son village est payé. Granville dit qu'avec 3 sangliers chassés, il n'en reste que 17 de plus pour cette année, mais Allen le corrige, disant qu'ils ont déjà chassé 7 sangliers avant son arrivée, donc il n'en reste plus que 10. Granville est heureux de l'apprendre et dit qu'ils n'ont pas besoin d'envoyer de chevaliers pour aider les villageois. Allen répond que son père et les autres seront heureux de l'apprendre, et après cela, il dit qu'ils ont 2 demandes à lui faire. La première demande est d'avoir assez de peau de sanglier pour fabriquer 2 autres boucliers géants afin de chasser plus de sangliers, et le seigneur accepte volontiers cela. La deuxième demande, cependant, est un peu délicate car Allen dit qu'ils ont besoin d'articles qui ne sont généralement pas disponibles pour les serfs, en particulier de l'alcool. Granville ne comprend pas la nécessité de cela, et Allen explique qu'à mesure qu'ils chassent plus de sangliers chaque année, les villageois auront un surplus de viande qui perdra de sa valeur. C'est pourquoi il veut que les serfs l'échangent contre de l'alcool pour empêcher l'économie de s'effondrer. Granville demande pourquoi il demande spécifiquement de l'alcool, et Allen se tourne vers Zénof, disant qu'en tant que guerrier, il comprendra. Le capitaine des chevaliers fait remarquer que rien ne fonctionne mieux que l'alcool pour maintenir le moral des guerriers, et il dit au baron que la demande a du sens. Granville accepte les 2 demandes et félicite ensuite Allen pour l'excellent travail qu'il a fait aujourd'hui, mais Cécile n'est pas contente que quelqu'un d'autre attire l'attention de son papa. Elle maudit Allen en rentrant chez elle mais manque de tomber de cheval en le faisant. Allen est content de la voir s'éloigner et pense qu'il n'aura plus jamais à la revoir. Eh bien, il la rencontre, elle et Granville, dès le lendemain car le baron veut récompenser les personnes qui lui fournissent de la délicieuse viande chaque année. Allen s'excite, espérant qu'il soit promu au statut de roturier, et c'est exactement ce qui arrive. Granville déclare que Rodin, Gerta et leur famille seront désormais promus au statut de roturier. Tout le monde s'incline pour remercier le baron, et Allen peut à peine contenir son excitation. Il pense que maintenant il peut sortir des limites du village et chasser des monstres plus gros et plus puissants. Granville déclare ensuite que tout serf ayant participé aux chasses pendant 10 ans ou plus sera également promu roturier et demande à Rodin et Gerta de préparer une liste. Sur ce, il se souvient que le roi voulait promouvoir le village de Krina comme exemple pour tous les villages du royaume, et il était curieux de savoir comment la chasse au sanglier avait commencé. Rodin fait la tête en entendant cela, Gerta dit que l'histoire est un peu personnelle pour son meilleur ami, donc il la racontera à sa place. Il dit qu'il y a 13 ans, lorsque les travaux de construction de ce village ont commencé, environ 100 serfs sont venus d'autres villages pour le peupler. Après des mois de dur labeur, ils ont réussi à défricher une zone assez grande et à y cultiver des récoltes, mais un hiver, un grand sanglier les a attaqués, mangeant la majeure partie de leur nourriture stockée. Les serres étaient dévastées, puis Rodin s'est avancé, suggérant qu'il chasse le sanglier pour sa viande. Les serfs l'ont suivi au combat sans armes ni connaissances appropriées, mais avec seulement leur équipement agricole, ils ont réussi à abattre un sanglier. Granville dit qu'ils devraient être fiers d'eux-mêmes pour cela et demande pourquoi cela dérange autant Rodin.
Gerta explique qu'ils ont perdu un de leurs amis lors de la chasse, qui n'a pas eu la chance de monter de niveau et de voir ses blessures guéries. Gerta dit qu'elle a essayé de convaincre Rodin encore et encore de ne pas se blâmer pour cela, mais il n'arrête pas. Allen comprend maintenant pourquoi son père s'est précipité pour sauver le roturier stupide l'année dernière. Granville s'excuse également d'avoir abordé ce sujet mais dit ensuite à Rodin que le village n'en serait pas arrivé là s'il n'avait pas initié la première chasse au sanglier. Il décide de le récompenser pour cela et lui demande ce qu'il veut. Allen exhorte son père à demander de l'alcool de qualité, mais au lieu de cela, Rodin demande au baron de laisser son fils travailler dans son domaine. Il dit qu'Allen est sage et courageux et qu'il peut faire n'importe quel travail qu'un adulte peut faire. Allen panique en entendant cela car de cette façon, il ne pourra pas chasser des monstres et monter de niveau, mais Granville aime l'idée. Même son majordome convient qu'Allen sera un excellent ajout à leur personnel, puis Granville déclare qu'il est trop bon pour être juste un simple garçon de salle, donc il sera plutôt un valet de chambre de sa famille. Allen ne sait même pas ce que ce poste signifie, mais Cécile est dégoûtée qu'un cerf vive avec eux dans leur manoir. Le majordome embrouille son cerveau raciste en lui rappelant qu'Allen est maintenant un roturier, mais lui est occupé à chercher une excuse pour se sortir de cette situation. Cependant, alors qu'il voit son père pleurer de joie d'avoir obtenu cette opportunité pour lui, Allen accepte son sort. Bientôt, il se prépare à partir pour le domaine du baron, et tout le monde se rassemble pour lui dire au revoir. Krina est vraiment triste de le voir partir, et Allen décide de lui remonter le moral avec un dernier duel. Elle accepte volontiers, mais alors que le duel commence, Allen prend le dessus. Tout le monde est surpris de voir cela, surtout Krina, et la raison en est qu'Allen a accumulé des cartes d'oiseau qui augmentent son agilité. Il parvient à submerger Krina et à pointeur l'épée vers son cou. Elle n'arrive pas à croire qu'elle a perdu, mais Allen lui dit que c'était une égalité et qu'ils pourront régler leur combat lorsqu'ils se reverront à l'avenir. Après cela, il dit au revoir à ses frères et sœurs ainsi qu'à Gerta et Mathilda. Dogora et Pal les regardent aussi de l'autre côté de la clôture, et Pal donne un coup de pied aux fesses de l'utilisateur de hache pour l'envoyer dire au revoir à Allen. Dogora a apporté une petite dague pour Allen comme cadeau d'adieu, mais il ne peut toujours pas lui parler sans une attitude inutile. Après cela, Rodin et Thérésia accompagnent Allen jusqu'au convoi du baron, et avec un au revoir triste mais plein d'espoir, ils quittent le village pour un avenir différent de ce qu'ils voulaient. Peu de temps après, Allen arrive au domaine de Granville au milieu de la ville, et il est ébloui par la richesse et le luxe de la famille du baron. Peu de temps après, il obtient également son premier emploi, qui est de servir d'échelle à Cécile pour qu'elle puisse cueillir des fruits de l'arbre. Elle n'arrête pas de lui dire de se déplacer à gauche, puis à droite, et ensuite elle le maudit quand il se retrouve au même endroit. Allen est énervé contre elle et souhaite qu'elle ait au moins des cuisses épaisses car alors il l'aurait volontiers écoutée. Cécile dit qu'elle ne peut pas atteindre les fruits parce qu'il est un roi de la petite taille, et Allen lui dit de se tenir sur ses épaules au lieu de s'asseoir pour augmenter sa portée. Cécile réalise que c'est une bonne idée mais prévient Allen qu'il sera immédiatement renvoyé s'il la laisse tomber. Elle monte sur ses épaules et commence à cueillir les fruits, et Allen est presque à bout de patience alors qu'elle réussit. Cependant, une fois qu'elle a croqué dans le fruit, elle le recrache car il est amer, et Allen dit que selon un dicton, les fruits sur les arbres ne sont pas toujours sucrés. Cécile demande s'il savait que le fruit aurait mauvais goût, et Allen fait preuve de politesse en lui disant qu'il n'en avait aucune idée. Cécile ricane juste contre lui et lui dit ensuite d'aller immédiatement au marché et d'acheter un fruit sucré pour elle. Allen préférerait faire ça plutôt que de lui parler quand soudain une énorme ombre couvre tout le manoir. Allen lève les yeux et voit un dirigeable géant au-dessus d'eux, et il ne peut s'empêcher de halter devant la vue magnifique. Cécile, cependant, le traite d'idiot de campagne parce que c'est clairement un navire magique. Allen se souvient comment Pell lui a dit un jour que les pierres magiques pouvaient être utilisées pour alimenter des outils magiques, et il se demande comment elles pourraient être utilisées pour alimenter quelque chose d'aussi gros. Il ne peut s'empêcher de le regarder fixement avec un sourire idiot sur le visage, et Cécile lui dit d'aller au marché quand il aura fini. Le lendemain matin, Allen se réveille dans une cabane couverte de toiles d'araignée car c'est sa nouvelle chambre. Il se sent rafraîchi après avoir passé une bonne nuit de sommeil, puis se sent encore mieux car ses invocations de type plante de rang sentent vraiment bon et réduisent le temps de recharge de sa mana. Allen est d'humeur à conquérir ses tâches pour la journée, mais d'abord, il va prendre son petit déjeuner dans la salle à manger de tous les serviteurs. Là, il salue le chef des serviteurs, Rick, qui lui demande s'il s'entend bien avec Cécile. Allen pense à comment cette morveuse aux cheveux violets lui donne toujours des ordres, et Rick commence à le plaindre. Il dit à Allen que la vie d'un valet de chambre n'est pas facile, et s'il avait été un simple garçon de salle, Cécile l'aurait moins embêté. Allen demande à Rick quelle est exactement la différence entre un garçon de salle et un valet de chambre car personne ne lui a donné de réponse claire auparavant. Rick lui dit que les majordomes, les chefs cuisiniers et autres postes importants sont appelés serviteurs de haut rang, et les serviteurs de rang inférieur incluent les cochers, les cuisiniers, les jardiniers, les valets de chambre et les femmes de chambre. Tous les serviteurs de haut et de bas rang sont considérés comme faisant partie de la famille, mais les garçons de salle sont des aides occasionnelles, et ils ne comptent pas comme membres de la famille. Allen prend note de la leçon,
et il demande à Rick si les serviteurs sont vraiment considérés comme faisant partie de la famille du noble. Rick confirme, et Allen comprend enfin pourquoi son père était si ému quand il est devenu valet de chambre. Allen regarde désormais le baron Granville avec encore plus de respect, et il jure de travailler dur pour gagner sa confiance. Plus tard, il aide à mettre la table du petit déjeuner pour le baron et sa famille, et il est surpris de voir qu'il mange la même soupe simple et le même pain que les serviteurs mangeaient. Allen se demande si le baron est fauché ou s'il aime simplement économiser de l'argent. La femme du baron complimente Allen, disant qu'il a rapidement appris les bases du métier de serviteur, et il répond que c'est grâce aux enseignements de ses aînés. Cela impressionne encore plus la dame, et elle dit qu'Allen est assez intelligent et bien élevé pour un serf. Granville ajoute qu'Allen n'a pas non plus de talent, ce qui rend Cécile curieuse. Elle en profite pour se vanter d'être une magicienne, et Allen est impressionné car c'était un talent à 2 étoiles dans le menu du jeu. Elle déclare fièrement que son frère ennemi est un épéiste, mais son autre frère Thomas semble peiner à cause de cette conversation. Le baron gronde Cécile, lui rappelant qu'elle ne devrait pas se vanter des talents. Soudain, Thomas se met à pleurer, disant qu'il est le seul à ne pas avoir de talent, et le baron lui dit de se réjouir car il va aller au collège des nobles dans la capitale. Thomas pleure qu'il ne veut pas ça, et au lieu de cela, il veut aller à la cité académique comme son frère Mii. Le baron lui dit que ce n'est pas possible car seuls ceux qui ont des talents vont à la cité académique, et les autres vont au collège des nobles. Il commence à parler de comment il est aussi né sans talent, donc il est allé au collège où il a rencontré sa femme et a fondé une famille avec elle. Tous deux disent à Thomas de ne pas perdre espoir, et Cécile évacue sa frustration sur Allen en lui lançant un regard noir. Plus tard dans la journée, Allen a une demi-journée de congé, et il décide de parcourir les rues pour en apprendre davantage sur la ville. Il voit un groupe d'aventuriers se diriger vers le bâtiment de la guilde et les suit immédiatement, demandant à la réceptionniste s'il peut aussi devenir aventurier. Elle demande son âge, et apprenant qu'il n'a que 8 ans, elle lui dit de revenir 4 ans plus tard car il faut avoir au moins 12 ans pour devenir aventurier. Il refuse d'abandonner et commence à recueillir des informations autour du bâtiment de la guilde. Il va au tableau des avis où les primes sur divers monstres sont mentionnées. Il découvre que les monstres plus faibles comme les lapins cornus ne rapportent qu'une pièce de cuivre, mais des monstres plus forts comme les gobelins et les orques peuvent aussi lui rapporter des pièces d'argent. Juste à ce moment-là, un aventurier rude l'appelle par derrière et lui dit que ce n'est pas un endroit pour les enfants. Allen lui dit poliment qu'il s'en va justement, puis lui demande soudainement pourquoi il n'y a pas de lieu d'apparition mentionné sur les affiches de monstres. L'aventurier suit le mouvement et répond que ce sont des monstres communs que l'on peut trouver n'importe où, donc un lieu d'apparition n'est pas nécessaire. Il réalise soudain qu'il est en train d'enseigner à un gamin sans frais et dit à nouveau à Allen de rentrer chez lui. Allen réalise que Monsieur Croptop est en fait une personne facile à manœuvrer, et il lui demande où il peut trouver des monstres de chaque niveau de difficulté. L'aventurier dit que les monstres de rang supérieur se trouvent loin des habitations humaines, les monstres les plus puissants se trouvant dans les montagnes du Dragon Blanc. Allen profite de la faiblesse de l'homme et lui demande quel est le monstre avec une prime de 200 pièces d'or. L'aventurier répond qu'il est trop puissant et rapide, donc il devrait laisser des monstres comme ça aux chevaliers. Allen lui demande ensuite quel est le dragon blanc qui a une prime de 1000 pièces d'or sur sa tête, et l'homme facile à manœuvrer répond que le dragon blanc est le monstre le plus fort de la région, donc personne ne peut le vaincre. Cependant, il y a d'énormes réserves de mithril précieux dans sa montagne, donc la prime sur sa tête n'a cessé d'augmenter, mais personne n'est prêt à risquer sa vie. Allen comprend que si la récompense pour le dragon blanc continue d'augmenter, cela signifie que le mithril dans la montagne doit valoir beaucoup. Juste à ce moment-là, les membres du groupe de l'homme facile à manœuvrer, rêvant, arrivent et commencent à discuter du pub qu'ils devraient visiter aujourd'hui. Allen profite de cette occasion pour remercier Rêvant et quitte la guilde pour se concentrer sur ses autres plans pour la journée. Il court à toute vitesse vers la porte de la ville, et le garde l'arrête, lui demandant le permis de sortir de la ville. Allen lui montre l'insigne de la famille Granville, et le garde s'excuse de l'avoir arrêté. Il lui ouvre les portes, et Allen se précipite dehors avec excitation, espérant tuer beaucoup de monstres et obtenir un tas d'expérience. Le garde est inquiet et demande à Allen d'emmener au moins quelqu'un pour le protéger des monstres, mais il n'écoute pas et s'éloigne bientôt hors de portée. Il décide de ne pas s'éloigner trop de la ville, sinon les monstres seraient trop coriaces pour lui, mais il est confiant qu'il peut vaincre des monstres de rang facilement. Une fois qu'il atteint la forêt, Allen convoque d'abord son faucon de rang et teste à quel point il peut bien obéir à ses ordres. Il découvre que l'oiseau est assez intelligent pour suivre des instructions simples, et il décide d'utiliser ses capacités pour chercher des monstres. Il convoque 5 autres faucons et les envoie explorer la zone, et entre-temps, il convoque un tigre à dents de sabre. Allen teste aussi son intelligence et découvre que le chat surdimensionné est trop stupide pour suivre des ordres et préfère se rouler par terre à la place. Peu de temps après, l'un des faucons revient vers lui avec une bonne nouvelle, et Allen le suit pour chasser des monstres. Le faucon l'emmène trop loin, mais heureusement, il y a tout un groupe de gobelins qui attend d'être chassés là-bas. Il remarque Allen avant qu'il ne puisse convoquer une créature et essaie de lui sauter dessus, mais Allen convoque immédiatement 5 tigres à dents de sabre pour le garder.
Les gobelins hésitent à l'attaquer, et Allen insiste en convoquant 5 autres tigres à dents de sabre derrière eux. Il commande à ses Pokémon d'attaquer, et ils commencent à submerger les gobelins, mais non sans subir quelques dégâts eux-mêmes. Allen convoque le papillon qui utilise sa compétence spéciale pour donner de la mélatonine aux gobelins afin qu'ils puissent dormir. Une fois qu'ils sont des cibles faciles, Allen lance un caillou sur un gobelin, mais il découvre qu'il n'est pas encore assez fort pour les tuer avec une attaque à distance. Il laisse ses tigres à dents de sabre finir le travail et obtient 1000 points d'expérience pour avoir chassé 5 gobelins. Allen a l'impression d'avoir touché le jackpot car les gobelins sont faciles à vaincre et donnent une bonne quantité d'expérience. Il récolte leurs pierres magiques puis ordonne aux faucons de trouver d'autres groupes de gobelins à proximité. Il continue de chercher et de vaincre les gobelins un par un, et à la nuit tombée, il a vaincu 80 gobelins et 5 lapins cornus en prime. Allen jongle avec les pierres magiques en célébrant le fait d'avoir monté de niveau 2 fois en une seule journée, et il pense simplement que c'est le meilleur jour de sa vie. Il prévoit de chasser d'autres monstres et demande aux faucons de lui trouver plus de proies, mais il secoue la tête avec déception car ils ne sont pas équipés d'une vision nocturne intégrée. Allen panique en entendant cela car il comptait sur les faucons pour le ramener chez lui, mais il réussit tant bien que mal à retrouver son chemin par lui-même. Au cours du mois, Allen sort chasser des monstres chacun de ses jours de congé et atteint le niveau 12. Il se procure également des boules de fer sur mesure à lancer sur les monstres pour pouvoir faire plus de dégâts. Il se sent heureux de ses progrès et pense qu'il est temps de devenir plus ambitieux et de chasser des monstres encore plus forts. Avec ses pensées en tête, il entre furtivement dans le manoir la nuit mais est effrayé quand il voit la silhouette imposante du majordome en chef, qui le cherchait partout. Le majordome l'emmène voir Granville, qui félicite d'abord Allen d'être devenu un excellent valet de chambre en seulement un mois de travail. Cependant, il est très curieux de savoir comment il passe son temps libre car il quitte toujours le manoir le matin et rentre tard le soir. Allen comprend pourquoi le baron serait curieux et décide de lui donner une réponse honnête. Il répond qu'il va dans la forêt pour chasser des monstres, et le baron est encore plus intrigué maintenant. Il demande la raison derrière cela, et Allen invoque rapidement le nom de son père, disant qu'il est le fils de Rodin le chasseur de sangliers et que la chasse coule dans ses veines. Cette réponse suffit à convaincre le baron, et il dit à Allen que personne ne peut l'empêcher de suivre les traces de son père. Le majordome demande alors ce qu'il fait de la viande de lapin cornu qu'il chasse car s'il la vend à des bouchers, cela pourrait causer un scandale. Allen ne peut pas révéler qu'il chasse plus que de simples lapins cornus et qu'il jette tout, mais alors le majordome dit que la famille Granville lui achètera la viande de lapin cornu à un meilleur prix que n'importe quel boucher de la ville, et il ne pourrait pas être plus heureux de cela. 6 mois plus tard, Allen est en train de faire une autre partie de chasse et se demande combien de lapins cornus il devrait chasser aujourd'hui pour gagner un peu d'argent de poche. Soudain, ses faucons reviennent tous en même temps, et ils ont l'air vraiment impatients à propos de ce qu'ils ont trouvé. Allen les suit et découvre que les faucons le mènent plus loin que d'habitude. Bientôt, il tombe sur une équipe d'aventuriers combattant des gobelins, et il les reconnaît comme les personnes qu'il avait vues à la guilde plus tôt. Rêvant est grièvement blessé, et les 2 filles ne veulent pas le laisser, mais elles ne peuvent pas non plus combattre les gobelins seuls. Allen saute pour les aider et lance ses boules de fer sur les gobelins, mais il ne peut que les blesser et non les achever. Il ne peut même pas utiliser ses invocations devant d'autres personnes, mais heureusement, il est assez fort pour ne pas en avoir besoin pour combattre des gobelins grâce au bonus de ses invocations. Il sort sa dague et 23 gobelins pendant que la fille au cache-œil en vainc un. Elle se dirige immédiatement vers Rêvant, qui est dans un état terrible, et la prêtresse n'a pas assez de mana pour le guérir. Allen intervient à nouveau et dit qu'il a une herbe médicinale qui peut aider. Il convoque une feuille spéciale qu'il a créée en utilisant les compétences de son invocation de plante, et celle-ci guérit miraculeusement la blessure de Rêvant sans laisser de cicatrice. Allen utilise une autre feuille pour soigner la blessure de la fille au cache-œil, et tout le groupe est vraiment reconnaissant qu'il ait utilisé des objets de guérison de si haut niveau sur eux. Allen décide de retourner à la chasse, mais Rêvant l'arrête, lui demandant comment ils peuvent rembourser cette dette. Allen ne veut pas perdre de temps, alors il leur demande de garder ses capacités secrètes, et comme tout le monde insiste pour faire plus, il leur demande de collecter 100 pierres magiques de rang E pour lui. Rêvant et son groupe sont heureux d'accepter sa demande, et sur ce, Allen poursuit son chemin. Après quelques jours, il conclut que la feuille médicinale qu'il a créée est plus efficace que l'herbe utilisée pour soigner la blessure de son père, donc il devrait les utiliser avec précaution. Il réalise aussi qu'il obtient plus d'expérience en chassant des gobelins avec ses invocations qu'en les chassant seul. Cependant, ce qui le trouble le plus est le comportement des faucons. Il convoque un faucon et demande pourquoi il a ignoré ses ordres de ne chercher que des gobelins dans un rayon de 5 km. L'oiseau devient nerveux en entendant cela, mais quand Allen demande s'il voulait sauver l'aventurier blessé, il hoche la tête. Allen réalise soudainement que ses invocations sont plus que de simples outils pour suivre ses ordres et qu'ils ont des sentiments comme n'importe quelle créature ordinaire. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai la prochaine fois.